Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau, carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 1er juin 2021. C'est le débat politique sur STV. 4 invités, 2 thèmes. Ce soir, vous le savez certainement, les conseils régionaux se mettent progressivement en place. Le tour était au conseil régional du littoral cette semaine, hier, lundi. Pour entrer en effectivité avec le début des travaux de cette instance des collectivités territoriales décentralisées et puis la nomination et l'entrée en fonction du secrétaire général. Ce soir, on s'interroge donc autour de cette problématique-là. On sait désormais que le budget alloué au conseil régionaux est de 3 milliards de francs CFA. La question est donc de savoir où en est-on avec ces collectivités territoriales décentralisées, quand on sait que c'était le nœud du programme politique du candidat Paul Biya en 2018, l'accélération de la décentralisation dans un contexte marqué par des crises, notamment celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Deuxième thématique ce soir, Covid-Gate, on en reparle. Il s'agit évidemment de cette gestion des fonds publics, 180 milliards dans le cadre de la lutte contre la fameuse pandémie. Le gouvernement est pratiquement sous la sellette. Le ministre de la Communication, d'ailleurs, a reconnu qu'une enquête est diligentée en ce moment même par les juridictions locales pour savoir exactement ce qu'il en est de la gestion de ces fonds au moment où un certain nombre de responsables gouvernementaux sont indexés. Ce soir, on s'interroge à nouveau jusqu'où peut aller le TCS, le tribunal criminel spécial, l'institution spécialisée justement qui est en charge des questions de détournement de fonds dans leur ensemble. Je l'ai dit, 4 invités. D'abord, maître Paul Payer, il est du SDF. Bonsoir, maître. Bonsoir, Dipita. Et bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. René Baga est du PCRN. Bonsoir, René. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Paul Eyoum est de l'AFP. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Dipita. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir au même Bassan Diné que je salue pour la décision courageuse qu'il a prise. Celle de travailler directement avec la BEAC sans plus passer par la trésorerie générale de la ville de Douala qui pose beaucoup de problèmes sur le plan administratif pour payer les factures, les salaires et toutes les charges de la communauté urbaine. Parce que nous ne comprenons pas comment ce soir, d'ailleurs nous avons parlé de la décentralisation des conseils régionaux, qu'un maire ne puisse pas voir l'exécution les dépenses être faites dans le temps, dans les délais, alors que l'argent de la mairie de la ville se trouve dans les caisses du trésor. C'est le dysfonctionnement que nous passons le temps à dénoncer. Moi, je salue sa décision de travailler directement avec la BEAC. Samuel Mout, bonsoir. Bonsoir, le député Tongo. C'est un grand honneur que vous avez passé à moi ce soir. Et bien entendu, je voudrais saluer mes collègues ainsi que la supervision de la communication de l'DPC qui a également voulu me dédier à votre émission de ce soir. Vous êtes député, mais davantage ce soir sur ce plateau représentant du RDPC, vous l'avez dit. Avec vous, messieurs, on va donc, pour le plaisir de nos téléspectateurs, essayer de débattre autour de ces questions. Transition et puis premier thème. Si vous le voulez bien, commençons par les collectivités territoriales décentralisées. Et davantage avec vous, Paul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'introduction que vous avez eue quant à la gestion de la ville de Douala? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le système actuel, nous l'avons toujours décrié, il y a beaucoup de centralisme. D'ailleurs, vous savez qu'il y a toujours des problèmes entre les maires d'arrondissement et les receveurs municipaux. Parce qu'on se rend compte qu'étant donné que ceux-là dépendent d'un autre ministère, qui est notamment le ministère des Finances, ils agissent selon leur gré. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris ce matin encore, c'est que le trésorier général de Douala, ce qui lui est reproché par le maire de la ville, c'est que non seulement il choisit le moment où il paye les prestataires de la mairie, mais en plus, il choisit qui il paye, ce qui fait en sorte que l'image que ça renvoie, c'est que la mairie de ville ne paye pas ses prestataires ou qu'elle ne paye pas ses employés à temps. Et pourtant, ce n'est pas au niveau de la mairie se trouve le problème, c'est au niveau de la trésorerie générale. Pour pallier dans ce problème, le maire a donc pris la décision que lui va travailler de manière directe avec la BEAC. Et dans ce sens, vous allez constater que
au niveau des mairies d'arrondissement, comme je le disais, les maires sont toujours pleins aux receveurs municipaux. On a parlé de la nomination de certains secrétaires généraux, que ce soit dans les mairies et même au conseil régional, qui sont parfois là pour empêcher l'action de s'exercer, parce qu'eux n'ont pas eu de mandat, ils ont été nommés, parfois c'est eux qui entravent l'action des élus. Et tout ça, c'est des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas être dans un système où nous voulons une décentralisation qui est plus efficace, qui permet aux gens de développer rapidement les communes en étant toujours dans ce système de centralisation. Donc moi, je décris cela et je dis que le maire de la ville de Douala a pris une bonne décision. Il faut que Yaoundé comprenne qu'il est temps qu'on laisse les gens gérer les choses de manière locale. Je rappelle que Mbassandine est docteur. Hein, Tout à fait. Il est un spécialiste des questions économiques formé en Allemagne. Il est docteur en économie de l'université de Mannheim. C'est en Allemagne. Alors, c'est Poléium qu'on vient d'écouter. Maître Payer, je veux dire à l'observation, si on vous demandait aujourd'hui de faire un état des lieux de la question de la décentralisation, de la place des collectivités territoriales décentralisées dans le mécanisme institutionnel par rapport au fonctionnement de l'État. Qu'en diriez-vous? Bon, je vais dire, avant d'arriver à appuyer peut-être ou bien tirer quelques arguments de ce que Paul Nomoni m'a dit, je vais d'abord commencer par dire que avoir l'allure où les choses vont, il paraît que même si des budgets sont déjà votés pour les régions, les installations, les structures piétinent à prendre la mayonnaise. La mayonnaise a à prendre à ce niveau-là. Parce que voyez-vous, que ce soit au niveau de la région, du littoral, le budget a été voté hier, comme j'ai aussi appris par les réseaux sociaux, comme c'est les réseaux sociaux qui nous informent beaucoup. Mais quand on regarde les structures, là où la région doit s'asseoir pour tabler pour toutes ces choses, tout est encore non prêt, parce que là où on a fini par dire que la région va prendre comme les structures administratives, c'est encore en chantier. Donc il y a un petit retard qui est là, ou un grand retard. Peut-être je suis tellement doux par rapport au système en place. Donc vous voyez, il y a toujours cela. Il semblerait qu'au Cameroun, on a toujours l'habitude de mettre la charrue avant le bœuf. Donc quand, par exemple, des bonnes décisions peuvent se prendre, je ne parle que surtout au niveau de la région, alors que les structures administratives ne sont pas sur place. On s'attend à quoi? Il y a un problème, il y a un couac. Donc c'est autant de choses, il fallait, avant qu'on émette toutes ces structures-là, qu'on prévoie déjà que les bureaux, tous les cadres, parce que ici il faut parler de l'argent, ça tourne dans les caisses. On a beau dire ça passera par la BEAC et tout consort, mais est-ce que les bureaux, les structures administratives de la région du littoral sont sur pied? C'est autant de choses. Ça nous donne des inquiétudes. Donc c'est un couac là où je commence par dire. Et je dis donc j'ai embrayé pour un peu donner l'eau au moulin de Paul Léon. Effectivement, si à un certain niveau aujourd'hui on peut traiter immédiatement, directement avec la trésorerie, c'est quelque chose qui pourrait peut-être faire évoluer les choses, parce que le SDA a eu une amère expérience, parce que quand je parle, je suis conseiller juridique SDF, le SDA a eu une amère expérience pour avoir gagné à un certain moment toutes les communes de la ville de Douala. Et mais pour gérer alors au niveau des structures des finances, c'était quelque chose, parce que le super délégué du gouvernement qui était en place ne donnait pas les moyens financiers nécessaires à temps et en temps opportun. Et c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, vous avez vu, on a commencé à dire que ça ne fonctionnait pas à tel endroit. Et quoi si aujourd'hui on peut fonctionner à un certain moment que chaque commune, parce que quand on parle de collectivité décentralisée, c'est les régions et les communes. Si ça peut aller d'une manière transparente et aussi aisée, ça pourra faire que peut-être les compétences soient exercées au niveau de ces structures d'une manière efficace. D'accord. Monsieur Baga, René, vous, quel état des lieux vous feriez à ce jour sur les questions de décentralisation, de rapprocher la gestion auprès des populations à travers leurs représentants locaux? Monsieur Dipita Tanga, je pense que l'analyse que fait les copanélistes déjà présente à souhait
ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun lorsqu'on parle de décentralisation. Il faut le dire, il ne faut pas se mentir, nous sommes au Cameroun, nous voyons tous des choses, nous voyons comment ça se passe. Parler de la décentralisation au Cameroun aujourd'hui serait, je dirais, un rêve utopique, parce que en réalité, rien n'a changé. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et il faut le dire, nous sommes encore dans un système centralisé. Parce que, tel que la chose nous avait été présentée, on s'attendait qu'à ce jour, que les maires, tout au moins que ceux qui sont élus, ceux qui ont un mandat des populations aient des mains libres pour pouvoir gérer les institutions, notamment les mairies et la région qui leur a été accordée. Bon, mais maintenant, sur le plan de la gestion, nous voyons encore que le maire, pour déblayer une route, il faut une certaine autorisation, il faut aller demander encore les moyens de financement, il faut encore courir derrière d'autres administrations pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin afin d'aller sur le terrain et pouvoir implémenter l'action. Mais c'est pas ce qu'on appelle en réalité la décentralisation. La décentralisation, en ce moment, tel que le parti au pouvoir ou alors le gouvernement du Cameroun nous l'a présenté, nous étions en plein pied dans la décentralisation. Cela voudrait dire que toutes les compétences seraient déjà transférées au niveau des collectivités territoriales décentralisées, où le maire, le président de la région et tout son conseil seraient aujourd'hui en pleine action sur le terrain et non à courir encore derrière des personnalités qui ont été affectées auprès d'eux afin moi je dirais, de freiner les actions que peuvent implémenter ceux-ci sur le terrain. Donc, cette situation nous permet aujourd'hui de dire que, en réalité, nous ne sommes pas encore au Cameroun dans la décentralisation proprement dite. Certainement, je suis certain que il faut le présenter comme étant un processus qui n'a pas encore atteint sa phase de maturation. D'accord. Samuel Motte, sur l'état des lieux que vous ferez sur l'implémentation, alors la mise en œuvre. Nous ne serons pas sévères. Nous ne serons pas si sévères. Parce qu'en plus, quand j'entends les gens, on n'est pas encore en pleine décentralisation. La décentralisation n'est pas uniquement faite, exclusivement faite par les régions. Avant les régions, il y a eu des communes, il y a eu des mairies de ville qui consacrent effectivement la décentralisation. Le fait d'arriver aujourd'hui au niveau des conseils régionaux, c'est un cap supplémentaire que nous sommes en train de franchir. Mais je dis également qu'il faut raison garder parce que à critiquer tout, on finit par effectivement se renier. Les organisations, mais il a prononcé le mot tout à l'heure, celui de la maturation. Toutes les organisations humaines ont un cycle de vie. C'est d'abord un démarrage. Nous sommes en plein démarrage en ce qui concerne tout au moins ce volet-là, qui est celui de la région. On est en situation de démarrage, il y aura certainement une phase de croissance, une phase de maturation et par la suite une phase de déclin. Et dans ce cadre-là, effectivement, le niveau de performance de l'institution ne sera nécessairement pas la même. Il faut attendre également, il y a des recrutements à faire, il y a des services à installer. Là, dans le cadre de ce qui s'est passé au niveau de la région du littoral, vous avez vu qu'il y a un maire qui va animer l'administration régionale pendant toute la période, qui vient d'être nommé et installé, il faut se donner le temps nécessaire pour pouvoir voir dans quelle mesure. Mais saluons déjà au fait que cette décentralisation-là, tout au moins le parachèvement et l'aboutissement qui est la mise en place des régions aujourd'hui, a été promis en 1996 pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Et encore là, on a été d'une honnêteté sans face, ça va se faire de manière très progressive. Ce progressif-là nous amène aujourd'hui, en 2021, à les mettre en place. Il faut arrêter avec toutes ces critiques-là. Mais effectivement, si c'est des critiques uniquement pour pouvoir savoir dans quelle mesure on peut apporter des améliorations, nous sommes tout à fait réceptifs à pouvoir capitaliser sur l'ensemble des informations divergentes qui vont nous arriver d'ici ou là pour qu'on ait demain ou après des administrations régionales de performance. Mais là également, j'entends également cette critique-là qui revient. Il y a des gens qui pensent, et en fait la régionalisation telle qu'elle a été revendiquée en 1996, avait pour but de dire également, à partir du moment où nous pensons que nous n'avons aucune forme d'oxygène au niveau national, on va essayer de s'arranger à avoir des zones d'influence.
C'est pour cette raison-là que vous voyez la plupart des partis d'opposition qui se ruent là-dedans. Ah oui, mais c'est tout à fait insupportable que le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur puisse mettre un avis quelque part, même si cet avis-là a été prévu par les lois et les règlements. À partir du moment où c'est les lois et les règlements qui le prévoient, très bien, on fera avec. Même si ça peut contrarier un certain nombre de personnes, en attendant effectivement que le jour venu, lorsqu'effectivement il y a une majorité qui se fait autour de fait que une autorité administrative ne puisse pas ne puisse pas avoir un droit de regard sur une région, effectivement qu'on puisse, une collectivité totale décentralisée, qu'on puisse également faire sans. Mais là également, mon ami, mon fils Paul Youm s'est lancé dans une histoire que je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Le maire Massadine, que je salue par ailleurs, est un haut commis de l'État. Le maire Massadine est un ancien sénateur, ça n'a échappé à personne. Le maire Massadine est un républicain dans l'âme. À partir du moment où il y a une procédure qui prévoit que les choses se feront avec le trésorier PR général, même si c'est désagréable, c'est un homme à poigne également, j'aurais dû le souligner, il fera avec, en attendant effectivement que la loi puisse évoluer dans ce secteur-là pour qu'il puisse faire autrement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est rentré dans une histoire de faire un compte unique, un compte de trésor unique, dans lequel qui sera logé effectivement au niveau de la Banque centrale, dans laquelle seront logés l'ensemble des fonds, l'ensemble des trésoreries de toutes les institutions républicaines, étatiques et para-étatiques, logées, fonctionnant dans le territoire camerounais. Je crois qu'effectivement, peut-être prenant l'appui sur un certain désagrément qu'il a quelque part, il va aller plus vite, et ça également on peut le comprendre, en saisissant cette opportunité-là en disant, tant qu'à attendre, je peux penser que mes fonds seront mieux et gérés de manière optimale dans ce contenu-là qui est logé au niveau de la BIAC. Il ne faut pas penser que le même ambassadeur qui est républicain, je l'ai souligné tout à l'heure, est également avant tout, est également peut-être un téméraire. Il ne peut pas être un téméraire, c'est quelqu'un de très raisonnable qui sait également à quel moment il faut prendre des décisions et de bonnes décisions. Mais Payet, à quel niveau, je veux dire, la décentralisation, Samuel Maud l'a rappelé, c'est pas que les conseils régionaux. Il y a également les communes d'arrondissement. À quel niveau, dans le mécanisme de fonctionnement, on peut constater où ça coince? Oui, il y a des couacs. Bon, je sais l'honorable Samuel Mott et il a appelé à défendre le système en place parce que c'est son système. Il m'arrive souvent d'apporter également la bonne information. Oui, mais parce que là, il ne peut faire autrement. C'est le système en place, il faudra défendre. Au niveau des communes, parce qu'il parle de décentralisation, collectivité décentralisée, ça veut dire communes. Les communes sont déjà quelque chose de déjà implémenté sur le terrain. Bon, mais vous voyez, quand les choses sont en train d'évoluer, avant d'arriver à la région qui est encore très jeune, parce que la région, il a bien fait de dire, cette décentralisation ne date pas d'aujourd'hui, c'est dans la Constitution de 1996. Mais ça a pris du temps. Comme au Cameroun, on a tout le temps pour attendre. On a dit progressivement dans la même Constitution. Depuis 1996. À un certain moment, quand ça attend trop, on tombe dans la logique du pourrissement. Quand ça arrive à un certain niveau, c'est pourquoi nous, au SDF, on a dit même que ça, c'est déjà quelque chose de dépassé, parce que pour nous, nous regardons plutôt le fédéralisme. À un certain moment, c'est plutôt ça. Parce que qui dit décentralisation, la forme la plus évoluée de la décentralisation, c'est le fédéralisme. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont peur, mais je crois qu'au fur et à mesure que nous débattons, ça va revenir sur le tableau. Le jour où la majorité s'établira autour du fédéralisme. Oui, non, la majorité, bien sûr, ça peut arriver. Tous les Camerounais aspirent au fédéralisme. Parce que même de votre côté, vous avez eu peu à son âme, le chef Moukete. Lui, il était d'avis que le fédéralisme peut bien arriver au Cameroun. Bon, malheureusement, on freine toujours. Donc, pour dire, au niveau des communes qui étaient implémentées, vous avez eu à un certain moment certains conflits entre le maire de la ville et les communes d'arrondissement. Un exemple patent venait de se passer à Yaoundé. Le délégué le maire de la ville, ou l'ancien délégué, qui se livre à des conflits entre un maire
sa zone de compétence. Vous voyez, ça amène à détruire, à investir et détruire ce qui n'est pas si bien au Cameroun. Donc il y a tellement que, avec même avec maintenant la région qui vient, qui est en train de se placer, je crois que vraiment on ira encore bien à l'école de la décentralisation. Parce que toujours est-il, avec les égos des Camerounais, comme nous connaissons parfaitement, il risque d'avoir beaucoup de conflits de compétences, d'exercice de compétences sur le terrain. Et aussi avec ce que nous voyons, l'honorable Mota parlait tout à l'heure, il y a des autorités qu'on regarde, des autorités nommées par l'administration centrale, qui ont toujours tellement ce pouvoir sur les collectivités décentralisées, que ce soit le gouverneur, que ce soit le préfet. Nous voyons, on vote le chef de l'exécutif régional, mais celui qui l'installe et l'intronise, c'est un gouverneur, le gouverneur nommé. Pourquoi pas un ministre peut-être, ou pourquoi pas... Ça fait tiquer. Donc, c'est tellement de choses quand nous débattons. C'est pour que vraiment, d'un moment à l'autre, que les choses évoluent positivement au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on va dire l'opposant est toujours là pour critiquer. L'opposant doit critiquer. Et c'est pourquoi, à un certain moment, il fallait que le système en place prenne le temps pour discuter souvent avec l'opposition. Parce que les opposants ont assez d'idées lumineuses pour faire évoluer la démocratie au Cameroun. Mais comme ils cherchent à se maintenir par tous les moyens, on dit non, ceux-là, ils sont nés pour critiquer. Ils vont critiquer jusqu'à finir leur règne. Si le règne de l'opposant reste l'opposant. Or, ailleurs, on essaie de rassembler pour comprendre ce que disent les opposants. Et ce sont des arguments très pertinents. René Baga, les blocages? Oui, justement, les blocages, je l'ai relevé tout à l'heure. Les blocages, c'est d'abord au niveau même institutionnel. On a comme l'impression, M. Dipita Tongo, que dans l'implémentation du projet de décentralisation au Cameroun, on n'a pas pensé véritablement aux étapes que devait suivre cette décentralisation sur le terrain. On a comme l'impression que c'est plutôt par l'inverse que cette décentralisation prend corps. Je vais rentrer par exemple dans les conseils régionaux qui ont été élus dernièrement. Regardez aujourd'hui, vous pouvez me donner le siège. Est-ce que le siège du conseil régional du littoral est déjà effectif? En tout cas, le président a ses bureaux dans les services du gouvernement. Ok, non, je répondrai non. Je répondrai non, parce que là, on a le contenant, on a le contenu, mais on n'a pas le contenant. Parce que si aujourd'hui, il faut que le président régional du littoral fasse une réunion avec son conseil, je ne pense pas que ce bureau serait le lieu idoine pour pouvoir le faire. Donc, parler de la décentralisation, c'est pourquoi d'entrée de jeu, j'ai parlé j'ai dit que ce projet n'était pas encore arrivé à maturation. Parce que moi, j'estime, ou alors nous au PCRN, nous estimons que la décentralisation au Cameroun a commencé plutôt par le bas, au lieu de commencer par le haut. Si on arrive à avoir un conseil régional, alors cela voudrait dire que ce conseil régional, en arrivant, aura directement du pain sur la planche. Ils vont immédiatement se mettre au travail. Nous connaissons depuis combien de temps les conseils régionaux ont été élus. Ça fait déjà beaucoup de temps. Pas d'action sur le terrain. D'ailleurs, c'est lundi encore qu'on votait encore, qu'on nous disait que le budget du conseil régional du littoral, par exemple, est à 3 milliards. Nous ne connaissons même pas par quelle alchimie. Est-ce que ce conseil régional, en venant donc... Pas que, hein, je crois que c'est les budgets dans leur ensemble, des conseils régionaux. Oui, donc nous estimons donc que la machine est en train de rôter vers le sens inverse. Si on avait pensé à un conseil régional véritable, nous, à regarder même de près M. Dipita Tongo, vraiment, on a comme l'impression que nous sommes encore dans un système administratif, je dirais, colonial, parce qu'à cette époque,
et pas qu'à cette époque. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons les frasques de cette administration, où on nous parle de l'indépendance du Cameroun, alors qu'au fond, véritablement, les pays africains n'ont pas encore atteint l'indépendance véritablement dite. Donc, c'est un peu le même système qui est reproduit par l'administration, par le gouvernement camerounais, pour pouvoir vous mettre devant les faits accomplis. Devant vous, on vous présente un projet, on vous dit, on vous donne les tenants et les aboutissants, on vous vante même à la limite ce que c'est que le projet. Maintenant, au niveau de l'implémentation, on a comme l'impression que, franchement, c'est le contraire. C'est le contraire. Et pourquoi? Nous demandons pourquoi. Pourquoi est-ce que la décentralisation, pourquoi est-ce que les maires peinent aujourd'hui encore à implémenter leurs actions sur le terrain? Pourquoi est-ce que, d'ailleurs même sur le terrain, nous voyons des conflits de compétences tels que le relevait tout à l'heure. Nous avons vu un maire prendre une portion de la ville, et le super maire arrive et on lui dit non, c'est pas ici que tu dois exercer. Je l'ai vécu au marché central de Douala, où Madame Denise Fampou, qui est maire de la commune de Douala 2e, réclamait la paternité du marché central, où elle disait qu'elle devait profiter des dividendes de ce marché. Alors, j'espère qu'elle aurait vendu à 100 000 francs. Non, c'est pas. On est là c'est le problème de Kololone. Là, on est sur la route de Kololone. Peu importe. Ce Kololone a également un problème aussi. Peu importe. Allez-y, oui, allez-y. Justement, monsieur Dipita Tongo, et au marché central, il y a donc cette guerre où la commune veut avoir le marché et le maire de la ville également veut avoir ce marché. D'ailleurs, vous parlez des routes. Nous avons vu un maire aller sur la route. Peut-être parce que la décentralisation, effectivement, n'a pas pris corps. Elle cherche des ressources pour pouvoir faire fonctionner sa commune. Où on a vu la route divisée en parts, où on nous dit qu'une part là-bas, c'est 100 000 francs. Et, monsieur Dipita, est-ce que c'est ça la décentralisation? Paul Eyoum, justement sur les blocages, on y revient. Je suis un peu... Et je voudrais rappeler, puisqu'on parlait d'ailleurs des cas précis, qu'à Yaoundé, le préfet du Foundi a dû convoquer le président du conseil régional et les maires. Parce que justement, entre le conseil régional et le maire de Yaoundé 7, c'est souvent... Ah, le maire de la ville, vous voulez dire? Le maire de la ville. Oui, le maire de la ville. Le maire d'arrondissement de... Oui, le maire de la ville, oui. Ce qui justifie bien... Non, c'est juste, voilà, qui justifie que le mécanisme n'est pas encore huilé. Non, qu'il puisse être encadré tout au moins par une autorité compétente, par une institution. C'est pas moi que vous avez posé la question, qui répond d'abord. Voilà ce que le SDF aussi désapprouve, par exemple. Je suis un peu embêté. Parce que le débat sur la décentralisation, pour moi, c'est un débat transpartisan. Parce que j'ai toujours constaté que la posture que ceux du RDPC ont de défendre le système qui est en place. Je suis sûr que si on va actuellement à Yingui, on pose un point de décentralisation, vous allez sur l'honorable, on dit que non, il faut les fonds pour faire la route. Mais dès que, oui, bien sûr, parce que là, il voit l'intérêt immédiat. Mais dès que vous allez lui dire que la décentralisation marche au Cameroun, il va vous dire que non, on est encore de manière progressive. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on dépasse ce clivage politique. Parce que cette décentralisation, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de la collectivité. Ce n'est pas seulement pour le bien des gens d'un parti politique, l'opposition ou bien du pouvoir. Et quand on dit qu'on va progressivement, je rappelle que là, nous sommes victimes en fait d'une absence de volonté politique. Rappelez-vous que le contexte qui amène la décentralisation, c'est en 91, pendant qu'il y a les villes mortes, l'opposition demande à la conférence nationale souveraine, dont le président a dit que c'est sans objet. On organise la tripartite. C'est au bout de cette tripartite où on parle de la décentralisation qui entre dans un projet de loi, la Constitution de 96. Le président n'a jamais dit que je veux la décentralisation, jamais. C'est un contexte qui a amené à arriver là. Pour la région, c'est pareil pour le Conseil régional. C'est la crise anglophone qui impose un agenda à la suite du grand dialogue d'amener le Conseil régional. C'est pour dire que ça n'a jamais été une volonté politique du pouvoir exécutif. Maintenant, quand on dit progressivement, ce mot n'était pas dans la mouture du projet de loi en 96. Ce sont les élus du pouvoir qui ont mis ce mot progressivement pour nous laisser dans un temps indéfiniment long. Quand on dit que nous sommes dans un processus progressif, je rappelle que la performance, c'est
le travail, que les livrables et dans les délais. C'est ça la performance. Ça fait 25 ans. Ça veut dire que nous sommes à 4 mandats présidentiels, 25 ans, 5 4e mandat présidentiel, 5 mandats municipaux. Ça veut dire que depuis 4 présidents, depuis 5 mandats de maire, nous sommes incapables d'appliquer une disposition de la loi. Cela veut dire qu'il y a un problème de performance. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de ces volontés politiques. Ce n'est pas que les hommes manquent, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Aujourd'hui, nous sommes là, donc, dans des entraves qui nous rattrapent tous. Et moi, je dis que cette affaire de décentralisation, vous avez vu qu'à l'entente de l'émission, j'ai félicité le maire de la ville, qui n'est pas de mon bord politique, mais parce que ce qu'il fait, c'est une action qui permet, qui bénéficie à tout le monde. Je suis dans l'obligation de le soutenir dans son action. C'est pour ça que je voulais qu'on ait ce dépassement de nos partis politiques dans ce sujet. Maintenant, pour les blocages, nous avons parlé déjà des problèmes que les maires rencontrent, parce que dans ce laboratoire de la décentralisation, il y a d'abord un premier problème. Les élus locaux n'ont pas assez de formation. Parce que les gens arrivent au Cameroun, quand vous allez voir comment les gens se font élire au Cameroun, vous vous demandez comment quelqu'un se retrouve dans un conseil municipal. Pourtant, nous avons bien une institution dans la ville de Boya qui forme les gens à la gestion communale. Les partis politiques, malheureusement, parce qu'on investit les candidats selon un certain nombre de critères qui ne sont pas toujours objectifs, on se retrouve avec les élus locaux qui n'ont pas la maîtrise. Quand ils arrivent, il faut parfois 1 an, 2 ans pour commencer à comprendre la gestion communale. Entre-temps, le temps, lui, il est en train de passer, sans compter qu'à Yaoundé, on est en train de réfléchir sur les stratagèmes pour ne pas permettre en sorte que votre action soit déployée sur le terrain. Et c'est tout ça qui fait, je dis aujourd'hui, que si nous ne comprenons pas l'enjeu de la décentralisation, comme M. Paye l'a dit aujourd'hui, d'ici 1 an, ou 2 ans, on va parler de décentralisation, on ne parlera que de fédéralisme. Parce qu'on va se rendre compte à un moment donné que nous sommes en train de prêcher dans un désert. Nous sommes en train de parler à des oreilles de sourds. Donc on sera obligé de dire que comme c'est comme ça, il faut donc que ce soit le fédéralisme. Maintenant, si c'est un fédéralisme, ce sera une volonté de la majorité des Camerounais. La majorité maintenant par la voix des unes. Et vous allez voir comment tomber encore dans nos problèmes qui est celui du système électoral. Donc nous sommes là dans une espèce de roulette russe, un engrenage politique où nous sommes tenus. Et à un moment, on crée, c'est-à-dire, on crée l'aspect pour créer nous-mêmes une crise sociale et une guerre civile bientôt. Non, je vous dis, parce que regarde la crise anglophone, c'est un problème de décentralisation. On vous dit, comment vous pouvez me dire comment envoyer un procureur qui ne parle pas en anglais, il m'impose de parler, moi qui suis anglophone, en français, on va gérer comment c'est un problème de décentralisation. Voilà où nous sommes arrivés à cette crise anglophone. C'est que certains Camerounais de la partie nord-ouest et du sud-est ne se sentent plus impliqués dans la gestion du pays parce que ils voient que leurs revendications qu'ils posent, on s'en fout carrément. Le système depuis Yaoundé banalise cela et on se retrouve au point. Parce que s'il y avait une vraie décentralisation, les anglophones n'auraient pas besoin de vivre tout cela. Ils seraient toujours là en train de dire que nous avons la décentralisation comme à l'époque où nous étions dans l'ancien système et nous pouvons évoluer. Malheureusement, je crois que le président de la République, il ne faut pas qu'il parte parce que je crois en 2025, je sais que ils aiment beaucoup les motions de soutien. J'ai même vu un journal qui a titré que vous sommes passés en motion de soutien pour soutenir le président Biya dans cette vague de Covid-Gate. Donc je crois que cette fois-ci, ils doivent laisser les motions de soutien pour 2025 pour que le président de la République aille se reposer. Mais en partant, il faut qu'il résolve ce problème. En 96, justement, quand on implémentait, du moins quand on a voté ce nouveau texte qui prévoyait à l'époque la décentralisation, on a inclus ce volet progressif. Mais je veux dire, un quart de siècle plus tard, 25 ans après, est-ce qu'il est encore logique de se sentir dans la posture de mettre en place progressivement la décentralisation? Au point où on en est encore à ne distribuer que 3 milliards, on en est encore à ce que les collectivités territoriales décentralisées attendent de la manne du TPG, du littoral et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une véritable volonté de vous, les détenteurs du pouvoir politique central, de ramener la décision auprès des... Je suis républicain avant tout. Je suis républicain avant tout. Mais au moins, c'est bien honnête de souligner cette empreinte d'honnêteté-là, où quand on s'engage à faire quelque chose, on le dit, dans quel délai on va le faire, et à quel thème on va le faire. Le dire dans la Constitution qu'on va le faire de manière très progressive ne veut pas dire qu'on a tourné le doigt à la performance. Monsieur Poléou, la performance analyse par rapport à un objectif initial qui a été fixé. Et à ce moment-là, est-ce que vous l'avez atteint? Très bien, si vous l'avez atteint, ça veut dire que vous avez été efficace, mais est-ce que vous avez également été efficient
en l'atteignant, en utilisant le minimum de ressources nécessaires. La performance, elle se fixe par rapport à un objectif. L'objectif, c'était de décentraliser, sans toutefois qu'on donne un délai précis, parce que le Cameroun, effectivement, est un pays très complexe, contrairement à ce que vous pensez depuis Tatongo. Et d'ailleurs, Chief Moukete, moi, je l'ai titillé à certains moments, parce que quand Chief Moukete, il dit, à un moment donné, il faut laisser chaque fils d'un terroir gérer ses propres richesses, je m'exclame en me disant, mais apparemment, Chief, je pense également que quand il parle aux gens de sa descendance, au Bafo, je pense également que compte tenu de son autorité morale, il pouvait également parler à un petit banane que je suis. Or, dans cette histoire de décentralisation-là aujourd'hui, qui a fait naître un certain nombre de concepts pour lesquels vous ne pouvez pas faire une interrogation aujourd'hui, qui est celui de l'autochtonie par exemple, on vous taperait dessus, c'est un élément fondamental. Vous ne décentralisez pas. Le Cameroun, dans les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui, s'il n'y a pas une maturité de politique sociale, je veux dire également, qui accompagne le processus, à partir du moment où les gens n'ont pas encore transcendé cette notion de tribu-là, c'est très dangereux de décentraliser dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez pris en compte cela? Quand on vous dit, par exemple, à Douala, par exemple, tout le monde peut être candidat, je voudrais également que tout le monde soit candidat partout ailleurs. Ne tapez pas trop sur Abel Elimbi Lobé. Quand il défend cette thèse-là, c'est des thèses également sur lesquelles il faut accorder une certaine attention. Et donc, effectivement, quand on vous dit progressivement, le temps nécessaire que l'on ait un brassage suffisant où les gens ont commencé à oublier les relents communautaristes. Ça peut se justifier. Et ça, attendez. Et ça ne s'analyse pas à l'aune de 10 ans, à l'aune de 15 ans, à l'aune de 20 ans. Le niveau de brassage que nous attendons au Cameroun pour qu'on puisse se sentir à l'aise partout au Cameroun n'est pas encore atteint. Des gens qui sont aujourd'hui dans la revendication en disant, pour pouvoir préserver une certaine autochtonie, une certaine reconnaissance du fait qu'il y a des gens qui ont précédé les autres à tel ou tel endroit, est-ce que nous sommes à l'écoute de cela? Si vous voulez ça décentraliser, vous ne pouvez pas faire sans, monsieur. Et donc, dans le cadre de cette prise en compte, vous devez également tenir compte de ce qu'il y a, cette difficulté du moment. Mais c'est ce que je voulais souligner ici, pas nécessairement des délais très longs pour certains, trop courts pour d'autres, c'est de dire effectivement que la personne qui le fait en toute honnêteté de telle manière à ce qu'on ne dise pas qu'effectivement il gouverne par embuscade, le thème et commence à l'oublier, mais je crois qu'il est encore dans mon frigo. Il le dit de manière très claire, compte tenu de la complicité de la société camerounaise telle que je la connais aujourd'hui, quand les gens demandent de centralisation sous-entendu pour pouvoir s'arroger des zones de compétences, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais être président de la République, ils veulent avoir des zones d'influence pour eux. C'est ça la décentralisation de 1996, disait Tongo. Effectivement, c'est parce que les gens se disent, je ne serai plus jamais président de la République. Tant qu'à faire, si je peux être gouverneur quelque part, pour que je puisse rançonner une certaine partie de la population, cette décentralisation la prenait. Et la personne, effectivement, qui est à la manette, il sait effectivement là où les gens veulent l'amener. Il veut un Cameroun soudé, uni. Malin, demi, vous direz. Non, pas malin, c'est tout simplement une certaine clairvoyance qui fait que vous ne l'amènerez pas aussi facilement dans un gouffre. Attendez. On me parle effectivement de l'histoire de l'interférence de l'autorité administrative. Je vais vous surprendre, je suis contre. Mais vous n'allez pas faire comme si il n'y a pas une république qui existe quelque part. Et d'ailleurs, vous-même, vous prenez à votre jeu, sauf que vous faites une lecture qui n'est pas la mienne. Lorsqu'il y a des conflits entre un maire de ville et un maire d'arrondissement qui arbitre, il faudra bien qu'une instance républicaine puisse arbitrer. Et ces conflits-là également, ce n'est pas un révélateur de ce que la décentralisation n'est pas encore en marche. C'est tout simplement pour pouvoir dire dans la communauté des hommes et des femmes, chaque jour, il y aura toujours des sujets pour lesquels on ne sera pas en accord et on aura toujours besoin d'un référent qui va nous donner la bonne raison. Et cette histoire-là, il faudra faire en sorte que, même si on est décentralisé, il y aura toujours une représentation de l'État qui va s'occuper des problèmes régaliens, non pas des problèmes d'essence locale, qui fait qu'à un moment donné, il faudra apporter la régulation nécessaire. Et vous ne pouvez pas faire sans. Et envisagez que vous pouvez faire une décentralisation sans une autorité, ça, ce serait vraiment... pas imaginable. Non, ce sera tout simplement une chimère. L'autre chose également, vous voyez très bien quand il parle de la décentralisation, mesdames et messieurs, on ne parle pas de la décentralisation des institutions. On parle de la décentralisation des hommes et des femmes de telle manière que les filles de chaque terroir puissent s'occuper du développement de leur cité. Or, depuis que je les entends parler, ah non,
on a créé une communauté sans lui donner les bureaux. On a mis en place telle ou telle institution sans lui avoir donné un contenant. Non, le contenu, c'est les hommes et les citoyens qui prennent en charge le développement de leur terroir. Et donc, j'entends qu'ils aient une implication par rapport à ce que la marche des affaires dans les localités va exiger d'eux. Non pas de ce que 2 ou 3 personnes qui auraient été portées à la direction de cette localité-là feront. Et il faudrait effectivement qu'il y ait cette implication dans le premier ordre. Et ça concerne non seulement le parti qui est au pouvoir, tout au moins le parti qui va gérer la commune, la collectivité territoriale décentralisée, mais également l'implication, la participation des citoyens qui seront dans cette localité-là pour pouvoir donner le cap en même temps que les gens, l'équipe qui sera en place. Vous demandiez tout à l'heure qui serait juge éventuellement des conflits. Mais je veux dire que dans son rôle, le Conseil constitutionnel, ailleurs la Cour constitutionnelle... Non, ça c'est un pan. Ça, un pan de l'habitat que j'ai pris. Là, on a besoin de l'immédiateté en pensant que s'il y a une conciliation qui puisse être envisagée, qu'il y ait une autorité, qu'il y ait une autorité compétente qui puisse intervenir. Mais également, j'envisage bien que dans le cadre, par exemple, de ce qui s'est passé à Yaoundé 6, il perd un peu de la mémoire pour ne pas citer Yoké Onana et le maire de la ville. Effectivement, à partir du moment où ils sont dans un conflit, nous sommes dans une république et l'instance administrative qui est le tribunal administratif a été créée pour cela, monsieur. Et donc, ce n'est pas le fait d'avoir ces conflits-là qui va être un détonateur ou au moins un marqueur de ce que la décentralisation n'est pas en marche, mais c'est au moins la République qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on dira à une autorité, vous n'avez pas eu raison de terminer dans tel ou tel domaine. Et effectivement, il faudra que cette histoire-là, notamment de Yaoundé 6, moi je suis de développement, des boutiques qui ont été cassées, est-ce que les individus en question ont porté plainte? Ils sont en droit, effectivement, de porter plainte. Et faisons en sorte qu'ils portent plainte parce que ce n'est que ces plaintes-là qui vont contribuer à la régulation de l'espace. Autrement dit, s'il n'y a pas de plainte, ça veut dire qu'effectivement, on a capitulé. Et dans une république, je n'incite personne à capituler. Alors, je voudrais à nouveau vous relancer avant de prendre Maître Paillard. Vous avez relevé un certain nombre d'éléments pertinents, effectivement. Mais ma question est de savoir, en 1996, le législateur qui a décidé de cette loi-là, n'avait-il pas prévu justement tous les petits manquements que vous avez relevés? Qui va arbitrer? Est-ce que 25 ans après, on ne pourrait pas... Non. Est-ce qu'il n'y avait-il pas une volonté, à l'époque, de d'écrire décentralisation dans la loi, mais sans véritablement en avoir sentir l'urgence, la nécessité de l'implémentation? Je ne sais pas à l'aune de quoi vous jugez l'urgence et la nécessité. Effectivement, si on peut rapprocher... Mais quand on mettait 196, je présume que le besoin se faisait sentir. Là, de gouverner également, c'est d'être à l'attente. Là, de gouverner également, c'est être à l'attente des préoccupations des gens que l'on gouverne. Il y avait une demande, mais on l'a reconnue, qui était forte. Vous avez tout à l'heure souri quand j'ai dit à travers cette demande, il se profilait l'idée de ce que, à partir du moment où je suis président de région, ça veut dire que cette région-là doit fonctionner à mon rythme à moi. Non, on les rappelle plus tard qu'effectivement, elle fonctionnait avec vous, avec des idées que vous avez portées pour pouvoir impulser le développement de la région, mais également il faut compter du fait que vous êtes dans une république. Il y a des règles communes qui vont vous être appliquées. Et là, on n'a pas besoin de le préciser. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le préfet intervient dans le cadre effectivement de l'arbitrage entre le maire d'une commune et le maire de la ville, est-ce qu'on considère qu'il n'est pas dans son rôle? Les tribunaux administratifs également sont des départements dans ce sillage-là. Parce qu'à l'époque, effectivement, lorsque vous étiez en conflit avec une autorité administrative, vous ne savez pas à qui vous confier. Aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de cette organisation-là, on a tenu à mettre des éléments de recours, des institutions de recours, de telle manière que lorsque vous êtes frustré, lorsque vous pensez qu'à un niveau, la loi qui a été bafouée, vous devez avoir un recours. C'est l'absence de recours à l'intérieur d'une république qui peut faire effectivement que nous pouvons basculer du jour au lendemain vers un chaos. Mais encore une dernière fois, je voudrais dire ceci, parce que je suis assez gêné que chaque fois qu'un gars de RDPC vous parle la parole, on dit vous êtes dans la défensive. On est souvent là également pour apporter la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle également que je voudrais apporter également à l'intérieur de ce plateau, quand Samuel de Motte, communicant de RDPC, parle quelque part, il n'a pas la science infuse. Il n'a pas de vérité révélée.
Mais en contrario également, je dois dire que l'ensemble des suggestions qui me viennent de Maître Païré, SDF, de Paul Eyoum, AFP. AFP et également du PCRN rentrent dans ce que j'appelle, depuis Tongo, le champ des possibilités. Et il faut qu'il l'admette comme tel. Parce qu'à l'intérieur de ce champ de possibilités, la personne qui a la gouvernance à un moment donné rentrera dans ce champ de possibilités et choisira des éléments qu'ils peuvent être utilisés comme étant des instruments de gouvernement à un moment donné. Mais il ne faut pas qu'il rentre dans cette chose. La science infuse, elle n'existe plus. D'accord. Elle a existé de l'époque d'Adam et Ève, parce qu'il était seul dans son environnement. Aujourd'hui, autour d'un thème, vous pouvez avoir des idées assez divergentes, ayant chacune une certaine valeur. Et c'est la personne du mouvement qui gouverne qui fera également les choix. Et il faudra effectivement qu'on laisse aux gens de faire les choix, de même que Paul comprendra à un moment donné également que lui puisse lui apporter des arguments selon lesquels les choix du moment sont des choix pertinents. Maître Payer, selon vous, qu'est-ce qui, je veux dire, toutes les imperfections qu'on a relevées là, qu'est-ce qui coince? Quelle est l'origine de ces défaillances? Est-ce le manque de volonté politique et d'implémentation? Est-ce l'impréparation réelle des acteurs qui ne sont pas suffisamment formés, qui ne sont pas suffisamment armés sur les divers plans pour implémenter? Ou alors, est-ce que les populations, elles, sont relativement réfractaires à cette décentralisation-là? Selon vous donc, qu'est-ce qui fait réellement problème? Oui, vous savez, je vais parler, l'honorable Mota a bien conclu. Il faut comprendre que les opposants ont assez d'idées brillantes. Ils ont des idées que l'on peut mettre aux côtés des idées de RDPC, de telle manière à ce qu'on puisse faire un choix pertinent. Pour développer le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde. Ce n'est pas le Cameroun du RDPC. C'est le Cameroun et la grande majorité à côté qui est l'opposition en quelque sorte. Et il faut souvent suivre ce qu'on dit. L'opposition, disons, la démocratie arrive au Cameroun toujours au forceps. Quand ça arrive en 90, c'est arraché. C'est arraché, ce n'est pas donné. Parce qu'on a toujours, de l'autre côté, envie de dire comme si c'était on a donné, comme on continue à donner la décentralisation sans prévoir tous les incidents qui peuvent arriver en perspective. Quand ça arrive en 90, vous connaissez, on ne veut pas seulement vanter le SDF et autres forces vives de l'opposition qui ont pu lever la tête pour que la démocratie arrive. On a un système qui, avant 90-92, avait concentré tous les pouvoirs à Yaoundé. Et c'est très difficile qu'on se départisse de quelque chose de très sucré comme le pouvoir. Donc c'est tel que quand on arrive à la tripartite et tout consort, c'était d'abord la conférence nationale souveraine pour s'entendre. Et comme cette même conférence souveraine nationale est toujours interdite jusqu'aujourd'hui, on nous a mis quelque part un truc qu'on a appelé grand dialogue, qui n'a résolu qu'à un quart des problèmes, parce que les recommandations, la plupart jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été implémentées. Alors, quand ça arrive à un certain moment, la tripartite se met pour calmer les ardeurs. Et on met sur pied la décentralisation 25 ans après. Le mot qui plaît aux défenseurs du RDPC, c'est aller progressivement. Un texte d'application viendra, un décret d'application viendra. Et on attend des années. Pourquoi un texte peut sortir et on ne met pas le décret d'application immédiatement? Paul Païré, quand je vous parle de non, je vous en prie, honorable. Ça vous parle ou pas? Honorable, j'ai tout le respect. Nous sommes en train de parler parce que pour vous, le temps est très... Le temps, pour vous, vous n'avez pas la notion du temps sans vérité. 25 ans après, quand cette loi apparaît et est déjà votée, 25 ans après, vous dites qu'on est pressé. Comment on ne doit pas être pressé? Progressivement, il faut 50 ans pour le faire. La Constitution disait, même de 96, c'est une très bonne Constitution qui donnait 2 mandats. On est passé à 2 mandats présidentiels à indéterminé. On révise toujours les textes. Et c'est ça qui montre que le pouvoir central ne veut pas se départir de ces compétences, de certaines compétences. Le pouvoir central, voyant que
en donnant rapidement. Or, en donnant rapidement, c'est pour le bien du peuple camerounais. Parce qu'on doit nous dire qu'aujourd'hui, ou bien c'est le tribalisme et tout qu'on sort. Ça, le tribalisme a toujours existé. C'est pas l'État Avant central qui va résoudre ça. C'est autant de choses. On se connaît, on vit avec ça. Et on voudrait que les institutions créées depuis 25 ans aillent un peu plus vite. Donc, quelque part, c'est pour dire, vous avez vu la bataille qui s'est menée. Njombe Penja avait fait le maire Paul-Éric Ngué, ce brave Camerounais qui a pris le taureau par le corne pour dire « Je vais défendre ». Parce que quand la loi dit « Cette commune doit jouir des biens de la commune », voyez ceux qui interviennent, le sous-préfet, le préfet, le commandant, presque tout le monde, ceux qui sont nommés. Or, le maire qui est voté et qui jouit de la volonté des populations. Quand je vous en prie. Mais attendez, je veux pas. Non, honorable. Pas pour vous couper, mais je voulais vous donner. Parce que je suis en train d'aller dans un sens qui vous touche mal. Allez-y. Non, pas du tout, pas du tout. Non, permettez-moi de continuer. Je vais développer. Allez-y. C'est tout. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, on a tout fait pour empêcher Paul-Éric Ngué d'agir. On a dit il y a les textes. Et les textes ne viennent jamais au Cameroun. Le décret, surtout, il y a un malaise dans l'application des textes, décret d'application. Le Cameroun a souvent de bonnes lois, mais c'est l'application. Parce qu'on fait tout cela, on réserve cette partie, il y aura un décret d'application, soit du président de la République, soit du Premier ministre. Des années après, nous restons. Pas de décret d'application. Pas de texte pouvant permettre que ces autorités élues, parce que là, il faut bien comprendre, une autorité nommée n'est pas forcément une personne qui doit être aimée par la personne. C'est-à-dire, on nous impose, on envoie n'importe qui. C'est pourquoi quand on voit les ennemis, là, ils sont habilités à venir même plus souvent chosifier des chefs qui sont assis dans leur royaume, très respectés par la population, et ils arrivent à leur dire, vous vous amusez, vous fous en prison. À plus forte raison, le simple maire qui est élu. Alors, il est élu par les populations. Pour passer, il faut que les populations vous aiment. Mais un décret, on peut vous nommer quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faudra beaucoup d'efforts pour faire partie de cette personne. Donc, il faut que l'État comprenne. Il faut ménager les autorités élues dans leur localité et permettre que ces autorités, parce que quand ils font une campagne pour dire nous allons exploiter les richesses qui nous entourent, qui sont dans notre périmètre, permettez que ces autorités puissent faire cela. La loi dit qu'il faut cela, mais au moment de le faire, on dit au préfet, dit stop. On dit au sous-préfet, dit stop. C'est-à-dire, la façon que les autorités nommées s'impliquent dans ces choses, nous connaissons beaucoup de séances ou de séances plénières pour élire peut-être le chef de l'exécutif communal, où il y a une bonne volonté qui est quelque part. Bon, cela, ça arrive que, surtout c'est l'heure des PCT à bien ça. On vient de vivre un cas à Baganté. Bon, vous voyez un peu, c'est autant de choses qu'on se retrouve. Il y a trop de freins. Il faut qu'on laisse vraiment les Camerounais, quand ils élisent leurs ceux appelés à aller gérer représentants dans les collectivités décentralisées, vraiment qu'on leur donne le temps de pouvoir gérer cela, au lieu de mettre les freins. Mais le système en place met les freins parce que c'est à regret qu'on essaie de donner ces pouvoirs. C'est à regret. Et si c'était à regret, je crois qu'il ne le referait pas. Vous réagissez et puis on prend les autres. Samuel Motte. La République nous donne les recours nécessaires qui permettent de mettre en échec une personne qui intervient hors de son domaine de compétence. S'il y a un sous-préfet qui interfère dans la gestion de la commune et qu'il est avéré que cette intervention-là n'a pas une assise locale, il sera illégal, il sera poursuivi pour cela. S'il y a un préfet de la République qui interfère dans la gestion d'une collectivité territoriale décentralisée et qu'il est admis qu'il est hors de son champ de compétences, il faudra qu'il soit poursuivi pour cela. Nous sommes dans une république, monsieur. Bien sûr. Et c'est très souvent le contentieux qui permet de réguler, parce qu'il donne, il crée la jurisprudence
qui permet effectivement de réguler l'espace public. Quand les bagages- Dans le domaine dans lequel je travaille au quotidien, jusqu'à une certaine date, il était admis, par exemple, que lorsque vous avez, par exemple, un redressement fiscal, vous dites, monsieur, soit je négocie, soit je paye tout. Aujourd'hui, le contentieux qui est en train de se développer dans le secteur nous donne un certain nombre d'éclairages de ce qu'un inspecteur des impôts peut faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Pareil pour les relations entre une entreprise et la Caisse nationale de sécurité sociale. On sait aujourd'hui, à travers la jurisprudence, ce qu'un un inspecteur de la CNPS peut faire et jusqu'où il ne peut pas aller. Ouais, le Je lien. vais vous donner. Non, non, c'est tout simplement pour vous dire qu'effectivement, vous aurez trouvé une autorité qui aura tendance à se donner un droit qu'il n'a pas du tout. Et dans le cas de ce qu'il soulevait dans Ndombe Penga, vous avez vu, qui on l'aime, on n'aime pas, il n'est pas de mon parti, je ne suis pas obligé de l'aimer. Mais notez quand même que, attendez, notez quand même que ces cris d'offre ont fait qu'à un moment donné, on a dit, ah, peut-être qu'il y a un vide. Et par rapport à ce vide-là, il faut des tests supplémentaires. Voilà comment un maire doit se présenter. Et c'est pour cette raison-là que vous disiez... S'il vous plaît, dites-nous Attendez, un peu attendez, que sont attendez, devenues les actions attendez. de Paul-Éric Et Kinguet. il a initié les actions. Voilà. Quelles sont Attendez, devenues ces il y a- actions? oui, attendez. Bon, laissez-le finir, on va le Attendez, relancer. attendez. De même que dans le domaine que vous avez souligné quand vous m'avez dit où est le rapport, je vous assure que si vous ne faites pas un contentieux, des gens qui auront tendance, la nature aurait du vide. Hein. Mais avant, peut-être de donner- J'ai également envie d'avoir une compétence. Je Là où, voudrais alors- préciser ma question. Oui. En 96, l'intention manifeste du législateur, c'était vraiment de désengager l'administration centrale de la prise de décision. Non, c'était de rapprocher l'administration Les administrés. des administrés. Non, en fait, je veux dire Aussi des- préfet, c'est gouverneur. C'est la même chose, De en faire fait. en sorte que les populations puissent prendre en main les développements local. L'état d'esprit, c'était de dire que toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Et Yaoundé, étant vu comme le préfet, le gouverneur et toutes les autorités administratives. Ah, attendez, monsieur, attendez, député Tongo. Oui. Je dois vous signaler également que là également on fait une erreur fondamentale. D'accord. Le gouverneur participe de la décentralisation. Ok. Oui. Parce qu'au lieu de recourir à Yaoundé, on préfère s'arrêter à Bonanjo. Parce qu'on a une autorité compétente, pas très loin de chez nous, qui peut répondre à nos préoccupations. D'accord. Le préfet, pareil. Le sous-préfet, pareil. Et c'est parce qu'effectivement, je voudrais encore insister là-dessus. Les gens se sont... Et d'ailleurs, vous avez souligné tout à l'heure, les difficultés que nous avons aujourd'hui à mettre en place la décentralisation viennent également du fait que, premièrement, on recuse cette compétence administrative-là qui est dévolue à un certain nombre de personnes qui sont à l'extérieur de la mairie. C'est moins grave. Mais ce qui pose également problème, c'est que pour monter aujourd'hui un projet sectoriel, le maire estime qu'il ne peut pas se faire accompagner par une expertise locale qui est très souvent représentée ici par une institution. Par exemple, je veux faire une route. La personne qui peut me faire une étude, qui peut me donner des conseils en la matière, c'est par exemple le délégué départemental des travaux publics. Et le maire estime que, étant dans une zone où il a été élu, et que c'est sa zone d'influence, il n'a pas à se référer à qui que ce soit. Non, on aura toujours besoin de cette compétence et de cet accompagnement. Et c'est parce que vous voulez pousser la décentralisation là où elle ne doit pas aller, que vous posez ce problème beaucoup plus en termes de conflit. En réalité, la décentralisation est faite que pour que toutes les institutions qui participent effectivement à ramener le pouvoir de l'État central vers la périphérie puissent collaborer. Il y aura donc une collaboration entre les mairies, les collectivités territoriales décentralisées et les représentations également des ministères qui sont à Yaoundé. D'accord. Quand on vous envoie un délégué départemental, c'est pour également participer de la décentralisation de telle manière à ce que toutes les décisions ne viennent pas de Yaoundé. Est-ce que ça également, pour une fois, ça peut être noté ainsi? Alors, pour sortir, Ouais. que faut-il davantage faire pour mieux implémenter ce mécanisme René Baga? Oui, monsieur le député Tongo, permettez-moi de revenir sur les dires de l'honorable. Nous, quand vous l'écoutez, nous comprenons que nous ne parlons même pas encore de décentralisation au Cameroun. Parce que lorsqu'il citait tout à l'heure le chief Moukete, Le regretté mémoire, oui, il dit on va décentraliser si vous avez atteint, vous voyez,
on estime que dans votre environnement... On y va prudemment parce qu'on sait qu'il y a des risques d'explosion sociale. Mais s'il vous plaît, honorable, permettez aux autres... C'était ici précision. C'était ici précision. On ira prudemment. Parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, vous avez cette manie de couper la parole. Et ça nous fait perdre les idées. Autant pour moi. C'est pas un problème, rassurez-vous. Donc, je vous disais, je suis réconforté dans ma position que nous ne parlons pas véritablement de la décentralisation au Cameroun, parce que lorsque vous entendez monsieur Samuel Motte, qui est de l'appareil pensant de cette manière de dérouler la décentralisation sur le terrain, nous voyons que c'est une décentralisation, c'est un piège même en réalité. C'est un piège où on vous présente la perche et on vous dit, bon, si vous vous approchez, vous pouvez vous approcher jusqu'à tel niveau. Vous n'avez pas le droit d'atteindre tel niveau. Et on veut nous obliger à collaborer. Mais M. Dipita Tongo, si aujourd'hui on parle de décentralisation, c'est parce qu'on a pensé qu'il y avait des freins au niveau de l'implémentation de certaines actions, du développement même local. Justement, il faut que les maires et leurs conseils prennent du temps à réfléchir sur ce qui est important, sur ce qui est possible, sur ce qui peut apporter un changement, un plus, une valeur de plus en ce qui concerne la vie quotidienne des populations qui ont élu ces différents maires et ces différents, je vais dire, personnalités qui sont à la tête de nos mairies et même au conseil régional. Justement, ils n'ont pas obligation honorable d'aller consulter le délégué, parce que certainement... Vous avez suivi. Il doit se priver d'une expertise locale qui existe, tout simplement parce que c'est l'administration centrale. Conflit. Permettez-moi, honorable. Je ne présente pas ça comme étant un conflit, mais je parle d'obligation. Ça veut dire que je suis par exemple élu maire, j'ai une certaine expertise que je juge suffisante et compétente en ce qui concerne l'implémentation de l'action que je veux mener sur le terrain. Alors, je peux me passer des services du délégué. Je peux me passer de ces services. Vous ne mettez pas en prison pour cela? Mais bien sûr, parce que vous parlez là de... Venons à la question de sortie de ce thème, parce qu'il y a un autre thème derrière. Que faut-il faire davantage pour mieux parfaire le mécanisme de la décentralisation, pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées de mieux s'implémenter? Évidemment, l'objectif, c'est de satisfaire les besoins des populations locales. Je dirais tout simplement, il faut détacher la chèvre. Tout simplement, il faut détacher la chèvre, laisser aux collectivités territoriales décentralisées leur autonomie telle que prévue par les textes, telle que prévue dans la Constitution de 1996. Alors là, vous voulez parler d'un monde sans sous-préfet? Alors là, monsieur Samuel Motte, on parlera de décentralisation parce que les maires, les présidents de région se sentiront responsables. Responsables vis-à-vis de leur population en ce qui concerne le développement local. C'est eux qui auront la charge de penser ce qui est nécessaire, d'implémenter ce qui est nécessaire. Parce que certainement, lorsque vous dites est-ce que ça va faire un embouglio total? Non, mais c'est pas ça. Mais il faut juste laisser à ces personnes. Faites confiance. Pourquoi vous voulez accorder une certaine prérogative qui est la décentralisation à ces collectivités territoriales décentralisées et que vous voulez en retour avoir une mainmise absolue sur celle-ci? Il n'y a pas de mainmise. Enlever cette mainmise. Dans le cadre législatif actuel, il n'y a pas de mainmise. Un facteur qui permet... Meilleure implémentation. Une fois de plus, je voudrais rappeler que la tripartite a eu lieu le 13 novembre 1991. J'avais à peine un jour sur Terre. Et la loi qui vient l'introduire vient 5 ans après, en 1996. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi on peut s'asseoir et le projet de loi, lui, il arrive 5 ans après? Il n'y a aucune raison valable, c'est un manque de volonté politique, il faut être honnête. Maintenant, les décrets d'application, il en fallait 32. Savez-vous combien ont été signés à ce jour? 6. Ça veut dire qu'en fait, le RDPC et ses alliés, ils sont à peu près 100 000 personnes. Vous voulez m'expliquer que 100 000 personnes sont incapables de produire 32 décrets d'application en 25 ans? Ils sont quand même pas cons.
C'est pas une affaire de problème. Ça veut dire que c'est un problème de manque de réalité de volonté politique. Monsieur Motke, ici, il est brillant, comme plusieurs de ses camarades. C'est des gens que... non, c'est la vérité. Ils sont capables de produire des choses sérieuses. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Et quand il y a un manque de volonté politique, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Donc, quoi qu'on dise, il y a ce manque de volonté politique. Aujourd'hui, pour le résoudre, c'est un problème politique. Et moi, je dis, c'est pourquoi j'appelle les Camerounais qui nous regardent à comprendre qu'avec ce que sont aux affaires actuellement, ce régime-ci, nous ne pouvons plus, moi je le dis sincèrement, je ne crois plus qu'on aura une décentralisation avant le départ du président Biya. Parce que sincèrement, non, je ne l'ai pas dit que j'appelle à son départ, il est dans son mandat, il va le finir jusqu'en 2025. Mais vous avez le droit je d'appeler à son dis, départ. non, il a été élu par les Camerounais, je respecte cela, même si je ne partage pas sa politique, mais je respecte cela. Mais je dis que le président de la République actuelle, il n'a pas la volonté mettre en place des décentralisations. Donc, pour qu'on arrive à une vraie décentralisation, soit on passe par son départ, soit on passe par... On bousille la tirelire carrément, c'est-à-dire qu'on enfonce une porte, c'est-à-dire tout le monde, y compris même les élus du parti au pouvoir, on décide que cette fois-ci, on va agir et on verra ce que Yaoundé va nous faire. Et comme nous sommes des personnes, malheureusement, nous sommes encadrés par la loi parce que nous sommes des républicains, nous ne voulons pas poser des actes qui nous mettraient dans l'anarchie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez encore une certaine réserve. Mais chaque fois, vous allez toujours rencontrer qu'il y aura toujours un problème entre les élus locaux et le système qui est mis en place de décentralisation. À un moment donné, il faut donc qu'on prenne la résolution claire. Soit nous voulons la décentralisation. Moi, il y a une chose qui m'embête toujours au Cameroun. Si on ne veut pas d'une chose, c'est très simple. On modifie la loi, on retire la décentralisation. Je vous dis, moi, ça ne va pas me déranger. Je saurais que la loi au Cameroun ne reconnaît pas la décentralisation. Mais je refuse qu'on mette quelque chose, on inscrive une loi. Donc, vous voulez m'expliquer qu'aujourd'hui, je suis en âge d'arriver à l'Assemblée nationale et une loi qui existe, un sujet qui existe depuis ma naissance, on ne l'a pas encore implémenté. Il y a un problème. Merci, merci Paul. Maître Payet, que faut-il davantage faire? Non, je crois, je ne veux pas répéter tout ce que Paul et Youm m'a dit. Il faut vraiment mettre le texte d'application en marche. Parce que c'est tout ce qui freine l'implémentation de la décentralisation. Parce que le système en place, assez conservateur, ne voudrait pas lâcher prise de certains pans de pouvoir. Donc vraiment, autant tout faire, il y a des décrets d'application que le président de la République demande à M. le Premier ministre de pouvoir. Là où il a appelé à faire un décret d'application, de le faire, tous les autres textes réglementaires, que ce soit mis en branle pour que si on peut rattraper le retard parce qu'on est déjà très en retard, voilà déjà on vote des budgets sans avoir les structures dignes de ce nom où on va exercer ce pouvoir décentralisé. C'est autant de choses, il faudra que l'État camerounais voie qu'on essaie d'aller vite au lieu de passer le temps à dire on va aller progressivement. On est très en retard. On est très en retard. À défaut qu'on passe directement au cap. On révise la Constitution, on va au fédéralisme que nous souhaitons tant. Ou à défaut, ils retirent la décentralisation, ils disent mettent officiellement la centralisation, on saura que c'est la loi. On ne peut pas retourner à la case. Samuel, votre terminé. Mais finalement, allez écouter cette histoire de la décentralisation, là, ça devient une histoire de perception, d'indice de perception, comme j'ai entendu un certain nombre de sommes manipulées quelque part. Je vous renseigne, messieurs, que depuis 1972, on est dans un État unitaire décentralisé. Vous l'avez bien compris. Comment ça? C'est la Constitution qui le dit. Déconcentré. Il ne faut pas confondre la décentralisation. Déconcentration. Déconcentration. Attendez, monsieur. Dans ce cas, État unitaire. dans ce cas, pourquoi être passé par l'étape de 96? Attendez, et donc c'est pour ça que... Mais l'ancienne constitution parlait de la démocratie. Est-ce qu'on était dans la démocratie? C'est pour ça que vous dites, finalement, c'est une histoire de perception. J'ai l'intime conviction que nous sommes décentralisés et le pouvoir qu'ils sont en train de remettre en cause aujourd'hui, on lui donne une importance qu'il n'a pas du tout. Je veux dire, le pouvoir que l'on donne à l'autorité administrative. Il y a un certain nombre d'éléments dans l'implémentation de la décentralisation pour lequel on dit effectivement qu'il y a une intervention d'une autorité compétente et ces éléments-là sont listés et encadrés. Pour le reste, qu'est-ce qu'il faut pour que la décentralisation marche?
c'est l'implication des uns et des autres, D'accord. la participation des populations à la mise en œuvre de cette décentralisation qui fait que demain ou après-demain, ils vont décider de leur destin. Il faut Je vais vous donner un les exemple. barrières, Non, mais il y a des barrières des verrous sont sautés depuis. On vous dit par exemple que les délibérations à l'intérieur d'un conseil municipal doivent faire l'objet de communication. Très bien. Combien de gens aujourd'hui s'intéressent à ces PV qui sortent des conseils municipaux? Personne. Attendez, il est également précisé dans le gros livre là que Maître Payre nous a apporté, malheureusement, il n'a Code pas... général des collectivités territoriales décentralisées. Il est écrit dedans que vous pouvez demander, interroger, avoir des informations directes en interrogeant en tant que simple citoyen, en interrogeant un maire de ville ou un délégué ou je sais pas moi, un président de conseil. Et sur la base de ça, effectivement, l'exploitation que vous pouvez en faire, c'est nous qui devons faire en sorte que la décentralisation réussisse demain. Ce n'est pas dans ces conflits dans lesquels on me ramène entre une autorité administrative pour conclure là-dedans. Attendez, très bien. Les maires qui ont tendance à supporter, les gens qui font entrer l'autorité administrative à l'intérieur des conseils municipaux, c'est souvent les maires. C'est-à-dire quand ils ont fini de faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec les aspirations des populations, ils s'en vont trouver refuge chez l'autorité administrative. Et ça également, c'est ça qu'il faut décrier. Et en réalité, quand ils parlent de ces problèmes-là, on sent très bien qu'ils ne les vivent pas au quotidien. Merci, messieurs, pour cette première partie de l'émission. On va entamer le deuxième thème tout de suite après la transition. Covid-Gate, jusqu'où peut aller le TCS, le tribunal criminel spécial. Covid-Gate, je le rappelle, évidemment, c'est cette question qui se rapporte à la gestion des fonds liés à la lutte contre la pandémie. Le gouvernement a mobilisé l'année dernière environ 180 milliards de francs CFA. Du moins, c'est ce montant qui fait l'objet d'un ensemble d'enquêtes pour essayer de savoir ce qu'est devenu exactement cet argent-là, si les fonds ont effectivement été utilisés et efficacement dans le cadre de cette lutte. On a pu voir il y a quelques semaines, quelques jours déjà, notamment à travers les réseaux sociaux, quelques éléments du rapport de la Chambre des comptes, présumé rapport de la Chambre des comptes, du moins le ministre de la Communication a confirmé dans un communiqué que en ce moment, il y a une enquête qui est ouverte dans les services spécialisés de la justice camerounaise pour savoir ce qu'il en est. Paul Youm, jusqu'où peut aller le T16? Je veux dire que, évidemment, l'opportunité de la question vient de ce qu'on sait que ce n'est pas la première affaire. Hein. Il y a eu un ensemble d'affaires relatives à la gestion des fonds ici au Cameroun. Souvent, la justice ne s'est pas saisie de ces affaires. Souvent, les affaires ont commencé et ne sont pas achevées. On a pu voir à l'époque un ministre se retrouver en prison 24 heures après les sorties. Je veux dire qu'il y a quand même cette frénésie, il y a quand même ces appréhensions, ce regard que les uns et les autres ont vis-à-vis de la justice qui font que quand les dossiers sont autant brûlants, d'autant plus que ce qu'il en ressort, ce seraient les bailleurs de fonds qui voudraient savoir exactement comment l'argent qui a été alloué au Cameroun a été géré. Alors vous, qu'en dites-vous? Déjà, je félicite le ministre de la Communication pour sa sortie parce qu'il vient taire là les polémiques. Les gens qui disaient que c'était un document qui n'était pas de la Chambre des comptes et tout. Il vient de confirmer par sa communication qu'il s'agit bien et bien d'une note de synthèse de la Chambre des comptes. Donc, il a fait taire cette polémique. Ensuite, ce qu'il faut relever à ce niveau, c'est qu'au Cameroun, à chaque fois qu'on parle des problèmes de justice, les Camerounais sont tous dubitatifs. Tout simplement pour les faits que vous avez rappelés déjà. À chaque fois qu'il y a un problème de mœurs publiques, surtout en ce qui concerne la finance publique, vous savez qu'il y a actuellement une section du RDPC en Kondengue, il y a une autre section à Newbel, qui sont remplis de militants du parti au pouvoir qui ont eu à gérer la fortune publique. Et c'est ce problème-là qui fait en sorte que les Camerounais se demandent si nous ne sommes pas là dans l'un des plus grands scandales, peut-être le plus grand scandale depuis que nous sommes une république. On parle là de la gestion de 180 milliards de francs CFA. On ne parle pas de 180 milliards détournés, il faut faire attention parce que j'attends les gens dire que c'est 100. Non. On parle de la gestion de 180 milliards avec une suspicion de malversation
financière. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on a 280 millions, vous dites qu'on a détruit 180 milliards. Ça veut dire que même le savon n'a pas vu. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Et moi, je voulais dire, avant même d'arriver sur ces fonds de FMI, c'est depuis la distribution des sommations par le ministre de l'administration territoriale que j'avais attiré l'attention. Et sur ce plateau, qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Quand vous preniez l'enveloppe globale nationale, la dotation était en moins de 5 550 000 par commune. On a vu des communes où il y avait à peine 2 sommations, où il y avait quelques morceaux de savon. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que véritablement tout cet argent a été utilisé dans ces fonds? Malheureusement, comme je n'ai pas les moyens de l'État pour mener mon enquête au niveau national, je ne peux pas apporter la certitude que tout l'argent n'a pas été utilisé dans la distribution. Mais j'ai constaté qu'il y a un déséquilibre notoire dans la distribution de ces gadgets de la COVID-19. Maintenant, c'est à la Chambre, aux institutions, que ce soit le contrôle supérieur de l'État, que ce soit le TCR, de faire leur travail. Et je voudrais dire, à ce niveau, je dois décrire une autre chose. Voyez-vous que nous parlons là des cas de suspicion de malversation financière, mais il faut que les institutions viennent à la présidence de la République. Cela montre encore une fois de plus l'infiltration du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Un magistrat n'a pas besoin d'entendre les instructions de la présidence de la République. Quand il y a un cas comme celui-là, dès le moment où il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux, le rôle d'un magistrat, c'est de se rapprocher de la Chambre des comptes d'abord et de demander à la Chambre des comptes que nous avons tel document qui circule sur les réseaux sociaux. Est-ce bel et bien un document que vous pouvez nous identifier? Oui, vous pouvez l'identifier, d'accord. Sur cette base, nous avons donc des éléments sur lesquels nous pouvons ouvrir une enquête. À ce moment, donc, la justice ouvre une enquête où on convoque les ministres qui sont cités parce qu'il faut le contradictoire. Ce qui est dit dans ce rapport, ce ne sont pas les faits qu'il faut prendre pour vérité absolue. Il faut que nous attendions d'abord le débat le contradictoire, même s'il y a des cas qui nous semblent bizarres. Je vous prends un cas. On a une entreprise dans ce rapport, on vous dit clairement qu'il y a une entreprise qui a été créée en 2017. De 2017 à 2020, cette entreprise a déclaré 0 francs de chiffre d'affaires. En d'autres mots, elle n'a pas d'expérience. Comment une entreprise se retrouve comme ça? Non, attendez, comment une entreprise se retrouve comme ça un beau matin avec un marché en tête de milliards? On vous dit dans ce nom de synthèse qu'on a passé des marchés de grade. Je rappelle que le marché de grade favorise la prise d'intérêt, tout simplement parce que dans un marché comme celui-là, j'ai un ami qui a créé une entreprise fictive en 2017 où on voulait faire une affaire. Peut-être c'était la CAN. Je vous coupe, mais il faut reconnaître que c'était des marchés spéciaux et la loi. Mais c'est ce que je ne dis pas que la loi ne le reconnaît pas. Je vous dis donc que justement, parce qu'il y a des mécanismes, ça favorise la prise d'intérêt, la corruption, les pots levés, tout ce qui va avec. Je vous rappelle que bientôt, après la CAN, peut-être il y aura la CAN Gate. Parce qu'il y a 3 milliards. Il y a 3 milliards. Je vous dis la vérité. Peut-être on en parle pour aujourd'hui parce que la CAN n'est pas encore passée. Le chef de l'État ne veut pas se fragiliser. Il veut d'abord que la compétition, on va parler à Kanguet. Je vous rappelle qu'on a acheté des sacs de ciment à 16 000. Merci. Non, je vais finir. Si oui, vous voulez après, ne même pas la parole. Je dois avoir dit vous en avez après quelqu'un? Non, non, pas après. Vous savez, pas spécialement. Moi, je ne fais pas de personnes. Vous avez juste le courroux de voir que... Justement, de voir la façon dont se mouvent les Camerounais. On vous dit dans ce rapport, nous avons tous eu Madeleine Chuente sur les chaînes, les camarades, devant les camarades STV d'autres chaînes, qui a crié, je vois comment le Cameroun a la capacité de fabriquer 6 000 comprimés par heure. Et on vous dit dans ce rapport qu'il n'y a même pas un comprimé qui était fabriqué au Cameroun, qui sont venus de l'Inde. Et c'est des questions auxquelles les ministres doivent répondre devant la justice. Et moi, je chute en disant une fois de plus que cette justice camerounaise, même si beaucoup le Cameroun ne lui accorde pas la crédibilité, il faut que ces magistrats qui sont là, qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir d'agir. Il y a des ministres qui sont en prison, il y a tout un gouvernement en prison, le secrétaire général est un ancien premier ministre, même ceux-ci peuvent aller en prison. Et je dis, je suis au camarade de M. Motte que la loi actuelle, il y a encore la peine de mort. Parce qu'il y a des cas pour lesquels, à un moment donné, même on doit si se poser elle n'est la pas question. appliquée depuis Non, même si elle n'est pas 86, appliquée, je tiens à lui le rappeler. D'accord. Alors, René Baga, vous, qu'en dites-vous? Oui, d'entrée de jeu, c'est un sujet que nous évitons d'aborder avec beaucoup de passion au sein du PCRN parce que nous sommes un parti républicain. Nous avons beaucoup de respect pour la justice camerounaise. Vous savez... Je lis entre les lèvres de l'honorable Samuel Motte qui veut poser une question. Je vous la laisse poser la question. Il y a un édito sur le PCN. Allez-y René, allez-y. Bon,
Je vois, M. Dipita, que monsieur... Moi, je peux parler. Hein. Moi, je parlerai. Oui. Donc, je disais tantôt, c'est un sujet que nous évitons d'aborder avec beaucoup de passion parce que nous faisons confiance à la justice camerounaise. C'est vrai, il y a une enquête qui est... des enquêtes, pas une, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Nous espérons que la justice camerounaise fera le travail qui est le sien. Et quand je dis que nous évitons d'y aller avec passion, parce que déjà, il y a même des rapports au niveau des institutions qui s'affrontent, qui font concurrence. Il y a la Chambre des comptes qui a présenté un rapport, il y a le Conseil supérieur de l'État qui a présenté un rapport. Alors, nous n'avons pas encore la véracité même de culpabilité de qui ou que ce soit. d'innocence même aussi. Ou d'innocence même d'ailleurs, merci, de qui que ce soit. Et bien sûr, monsieur Mott. Allez-y. J'ai rien dit, moi. Et il me coupe même le fil des idées. Bon, mais je vais... Mais c'est la stratégie, il ne faut Oui, pas j'y parviens. distraire. Je vais enfoncer le clou. Monsieur Dipita, il faut dire que nous sommes là face à une situation qui est tout de même embarrassante. Nous espérons que la justice camerounaise fera le travail qu'il faut. Parce que s'ils seront encore influencés par l'exécutif, alors nous aboutirons certainement à ce que, aux alertes non fructives de ce qu'on appelle la Cangate, justement parce que lorsque l'alerte a été donnée, qu'il y a des sacs de ciment qui sont vendus à 16 000, le camion de gravier... À 700 000. Voilà. Donc, rien n'a été fait. Ça a été rangé dans les tiroirs. Nous espérons peut-être qu'après la CAN, ce dossier reviendra. Et même, on nous dit que la task force qui est derrière la gestion des fonds Covid est pilotée par le secrétariat général de la présidence de la République. Nous voyons encore là que il y a de quoi ne pas mettre son doigt dans un système. D'ailleurs, ce sujet aujourd'hui apparaît même comme une distraction. De plus en plus apparaît comme une distraction, une manœuvre gouvernementale pour nous distraire, on ne sait pas pour quel but. Avant de passer la parole aux autres, je vous relance quand même. Vous savez que vous êtes plus ou moins le PCRN à travers certains élus. Des noms circulent à votre niveau. Vous confirmez, vous infirmez, s'agissant de certains élus qui auraient des marchés ou dont les proches auraient eu des marchés à ce niveau. Ce n'est pas un crime. Il faut le dire, qu'ils aient eu des marchés ou pas, ce n'est pas un crime si la loi a été respectée, si le cahier de charge a été respecté, si les marchés ont été livrés dans les règles de l'art. Mais je pose quand même la question, oui ou non, cela est-il vrai? Monsieur Dipita Tongo, je sais que vous faites référence à cet éditorial qui a circulé partout dans les réseaux sociaux. Deux éditoriaux. Et en impliquant d'ailleurs le président, notre président national, le président honorable Cabral Libi, je ne sais pas, moi je vais appeler ça, excusez-moi le terme, à ces ordures, parce que ni de près, ni de loin, le PCRN a eu un marché en ce qui concernait le coronavirus. Nous savons. Et d'ailleurs, ma question elle est précise. Y aurait-il des proches, des élus PCRN qui sont concernés, Monsieur Dipita Tongo, qui auraient gagné des marchés? Voulez-vous vous poser la même question, mais d'une autre manière pour Non, je n'ai pas dit que le PCRN a... Mais je vous dis que si je suis membre du PCRN et que l'un de mes proches arrive à avoir un marché en ce qui concernait le coronavirus, je dis que si ça arrive même, j'utilise l'absolu, que si ça pouvait même arriver, mais ce n'est pas le PCRN qui devrait être impliqué. Non, je voudrais me faire comprendre. Je ne dis pas que le PCRN est impliqué. Je ne dis pas qu'il est impliqué. Qu'il ait gagné des marchés ou pas, je ne condamne pas. Oui. Mais je veux dire pour mon information. Et je précise, si le marché était gagné dans les règles de l'art et que le marché a été exécuté, il n'y a pas faute. Mais ma question est de savoir au moins s'il y aurait des proches, des élus ou des membres du PCRN qui auraient gagné des marchés. C'est aussi simple que ça. Je ne fais pas le procès d'intention. Je pense que je suis mal placé, M. Dipita Tongo, pour répondre à cette question. D'accord. Et j'estime que vous allez
mieux enquêter. Mieux enquêter pour avoir la véracité. Y a-t-il meilleure enquête que de venir à votre source? Bien sûr, parce que je vous dis quelque chose que vous ne voulez pas comprendre. Y a-t-il meilleure enquête que de venir à votre source? Je dis bien que le président honorable Cabral Libye qui a été cité. J'ai cité personne. Hein. Oui, moi je les cite. D'accord. Puisque parfois, apparemment, vous évitez les noms. Vous citerez aussi l'honorable Ngoïsi, ou alors je pense l'honorable Moran Foster. Je vous dis qu'il n'en est rien. Allez le vérifier. Merci. Je donne juste en 10 secondes. Je voulais dire que nous, les hommes politiques, nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous sentir responsables des actes que certains de nos camarades posent. Parce que si aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas, la justice ouvre une enquête et qu'il y a la preuve que ces camarades qui sont cités sont coupables de... Bon, pas qu'ils sont coupables, avoir un marché, c'est pas quelque chose. Je veux dire qu'ils ont eu un marché, juste, on prouve juste qu'ils ont eu un marché. Vous, votre responsabilité, vous allez perdre votre crédibilité. Non, mais pas forcément. Non, parce qu'au moment où il en parle... Non, parce qu'il affirme avec certitude que c'est non. Moi, je préfère qu'il y ait la réserve. Comme il a dit au départ, qu'on pose la question aux personnes concernées. Parce que vous, si vous dites non, et après ça s'avère que c'est le cas, on va dire que vous étiez aussi contre. Samuel Mout, sur la question... Monsieur Eyoum, je pense avoir cité les noms de personnes. Oui, je dis que ces personnes... Ils vont répondre. Un nom... Ne vous sentez pas obligé. Samuel Mout, sur la question première, l'ouverture de l'enquête, je veux dire Covid-Gate, jusqu'où peut aller le TCS, et au regard des antécédents, pensez-vous que justement la justice, cette juridiction spécialisée, a les moyens de sa politique dans ce dossier précis? 24 ministères environ qui ont été qui sont concernés par la gestion de ces fonds. Et aujourd'hui, on essaie d'y voir un peu clair sous fond de soupçon de détournement. Terrible question, député Tango. Mais en même temps, je suis plus ou moins conforté de vous apporter des éléments aujourd'hui. D'accord. Une certitude et une assurance. OK. La certitude, c'est qu'il n'y aura pas un contre-audit. Un contre-audit avait pour vocation de noyer ce que le dit président aurait vécu. Quand le chef de l'État demande effectivement à travers l'ordonnance de juin 2020, à travers le décret du Premier ministre en disant que ces fonds-là feront l'objet d'un audit, on a effectivement déterminé à faire cet audit et par ailleurs également couronné par une publication du rapport. Et donc on ne fera pas comme ce que j'ai vu ici ou là pour pouvoir noyer une vérité vraie, de faire un contre-audit en passant qu'on va brouiller des pistes. Donc c'est une détermination sans faille. Et d'ailleurs qui ne commence pas et qui ne date pas seulement de 2020. Le président de la République est déterminé et est soucieux en ce qui concerne la gestion de la fortune publique. Et quand il déclare au détour de plusieurs interviews en disant que les gens qui font des atteintes à la fortune publique vont rendre gorge, je ne suis pas sûr qu'il y ait autorité plus compétente, plus mieux placée pour pouvoir faire une telle déclaration. Donc on n'est vraiment pas dans le cadre d'un amusement. L'assurance également, donc, je peux vous apporter, après avoir dit qu'il n'y aura pas un contre-audit, l'assurance également que je peux vous apporter, c'est qu'effectivement, dans le cadre, sous réserve de l'opportunité de poursuite, nous pensons que s'il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans le cadre de cette gestion-là, qu'un certain nombre de rapports sont en train de créer, effectivement, je pense qu'à la suite du plan de la République, on passera sous réserve de l'opportunité de poursuite et rendront effectivement gorge. On ne fait pas un audit pour pouvoir le faire, on ne fait pas pour le plaisir de le faire, on le fait effectivement parce qu'on peut tirer des conséquences. Mais la difficulté aujourd'hui de parler de l'ensemble de ces problèmes-là, Paul Youmé est en train de m'attendre en disant qu'il va encore partir vers la défense, il va être dans la défensive. L'information que j'ai envie de vous apporter ce soir, c'est que dans toutes les institutions au monde, à travers le monde, à travers le temps, à travers l'histoire, les gens ont toujours tendance à mettre un certain nombre de règles de viande à l'intérieur de la société de telle manière à pouvoir tirer un profit personnel. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une invention camerounaise. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque où j'apprenais à débattre avec un certain nombre de personnes, au premier jour de mon emploi, je tombe dans une discussion avec un Français qui est en expatriation chez nous, il vient faire son service militaire comme on le faisait à l'époque. Et il commence à m'asséner, vous êtes corrompu, vous êtes corrompu, vous êtes corrompu. Ce gars-là m'a pris en grippe pendant à peu près 6 mois.
Et un jour, je suis rentré dans mes frères en lui disant, je n'ai pas l'impression que quand je dis corruption, je parle mon patois. Et à partir de ce moment-là, il desserrait les taux. Comme pour dire quoi? À partir du moment où vous pouvez le nommer l'acte, en disant que c'est de la corruption, ça veut dire qu'également même les Français connaissent le phénomène. Tout au moins ils le connaissent, mais ils savent qu'ils le pratiquent de manière allègre, et ils le pratiquent allègrement. Et d'ailleurs, dans notre vocabulaire, à nous, les Bantous, pour la plupart d'entre nous qui sommes sur le plateau aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on peut désigner dans nos plateaux la corruption. Et donc, c'est le développement de la société, la complicisation qui fait qu'à un moment donné, les jeux d'intérêt... La différence là-bas, c'est qu'il n'y a pas le gouvernement en prison. Oh là là. C'est ça, avec... La différence également, c'est qu'on voit très bien, on voit très bien que la... Parce que vous n'êtes pas encore aux affaires, vous n'avez pas encore l'opportunité de juger. Alain Carignon a été en prison. Alain Carignon... Attendez. Non, Alain Carignon... Alain Carignon... Et d'ailleurs, c'est même un très grand révélateur de ce que chez nous, on met les gens en prison. Très souvent, il y a des arrangements entre personnes et on se dit, on s'entend entre nous, il n'y a pas une personne... Entre promotionnaires. Voilà, notamment entre promotionnaires, entre également énarques, on se soutient comme on peut se soutenir pour que quelqu'un n'aille pas en prison. Ce n'est pas un meilleur indicateur. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'effectivement, les gens s'arrangent. Le mieux qu'on peut demander à un gouvernant, c'est de mettre en place un certain nombre de sécurités internes de telle manière à ce qu'on puisse détecter des actes de fraude. Et en la matière, on ne peut pas dire que le Cameroun est en reste. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'institutions qui veillent à ce que des atteintes à la fortune publique puissent être minorées. Mais vous pouvez là également tenir compte de l'inventivité, du niveau de créativité de l'être humain à pouvoir repérer, je veux dire, les radars, à passer à travers ces radars-là de telle manière à commettre l'ensemble de ces actes. Je vais vous donner tout simplement une petite panoplie de ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui au Cameroun un auditeur interne qui s'appelle le contrôle supérieur de l'État, qui par ailleurs, par le passé, a mis un certain nombre de personnes en mal par rapport à cette gestion de la fortune publique. On vient également de nous donner un contrôle externe qui est la Chambre des comptes, qui nous fait ce fameux rapport dont nous parlons aujourd'hui. Et à côté de là également, je peux également vous annoncer que les députés, à travers la commission du budget et des finances, a également le pouvoir aujourd'hui de contrôler les institutions, tout au moins dans le cadre de la mise en place des politiques publiques. J'ai pensé à un moment que vous annonciez qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire éventuellement. Oh, c'est ça également, la commission d'enquête parlementaire, c'est très souvent pour faire joujou, mais vous devez vous dire que c'est au moins dans le régime financier de l'État aujourd'hui, ce rôle-là également est reconnu au Parlement de pouvoir faire un certain nombre de contrôles, tout au moins sur l'application des politiques publiques. Et en réalité, aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui posent ces actes de viande, mais encore une fois, je voulais également apporter une réserve. Soyons dans la nuance quand nous parlons de ces choses-là. Parce que nous n'avons pas besoin de pousser la justice également à la faute. La justice, par exemple, doit être sereine. Et c'est, je veux dire, cette excitation que je vois au quotidien en disant voleur, 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 ça peut amener des mauvaises prises de décision par la suite. Si à partir du moment où la justice commence à perdre sa sérénité, c'est également un danger qui est créé à l'intérieur de la société. Et donc pour l'heure, il y a un rapport qui a été émis, un rapport provisoire par ailleurs. Le rapport définitif, on ne l'a même pas avec nous. On ne connaît donc pas l'ampleur des dégâts. Et donc, il faut qu'on, puisqu'il y a une institution républicaine, une très haute, qui est aujourd'hui le contrôle supérieur de l'État, a pris le relais, il faudra effectivement laisser, dans le cadre de ce contrôle-là, la sérénité nécessaire pour qu'on puisse trouver éventuellement des failles. Maître Payet, l'environnement donne-t-il, ou alors permet-il justement la sérénité nécessaire pour que le TCS, la justice camerounaise, aille au bout de cette affaire-là? Oui, certainement. Nous avons un pays, le Cameroun, c'est une curiosité. Et en prison, dans les prisons, tout un grand gouvernement. Voyez-vous, quand on accorde ces 180 milliards là, pour les malades, pour sauver les malades, je vous assure, ce qui se passe là, c'est très grave parce que c'est vrai, on va parler des fautes de gestion et tout qu'on sort, mais ça s'assimile toujours à un détournement des deniers publics. Pour ceux qui ont pris des marchés, ils n'ont pas pu exécuter. Pour ceux qui ont déclaré être à la hauteur de faire telle chose, ils n'ont pas pu le faire. Quand ils ne peuvent pas représenter ces sommes d'argent, ça devient absolument le détournement des deniers publics. Donc, à ce niveau-là, quand on a commencé à dénoncer, je crois que le SDF a été
avec son député, l'honorable Nietzsche. Non, non, faux, totalement faux. Totalement prenons faux. les choses au sérieux quand nous parlons. Qu'est-ce qui est faux? J'ai oublié qu'il y avait le SDF sur le plateau, j'aurais commencé par là. Totalement faux. Non, c'est qu'il dénonçait à sa manière. Il disait vraiment, il ne comprend pas comment ces fonds sont utilisés. Bon, on a cru, comme au début, avec les détournements des deniers publics, même le chef de l'État disait parfois où sont les preuves. Mais pour finir, les preuves sont devenues très nombreuses et très accablantes. Et l'État est devenu aujourd'hui un État de gens qui n'ont plus peur de prison. Je crois que on a commencé, je crois que c'est Youm qui a dit tout à l'heure ou quelqu'un d'autre. La peine de mort est dans le code pénal, mais la peine de mort n'est plus appliquée comme ça doit se faire. Il faudra qu'on essaie de revenir sur ça. C'est-à-dire qu'il y ait des exécutions publiques, des exécutions quand c'est déjà établi que vous avez vraiment détourné la fortune publique à un certain degré hautement élevé. Qu'on puisse passer par l'exécution sur la place publique, ça va faire peur à beaucoup de gens. Parce que, voyez-vous, tous ces gouvernements qui sont en prison, ceux qui s'y ont trouvé la manne qui est tombée, 180 milliards, chacun s'est mis à partager. On a parlé de Somaso. On s'en va. Et il y a un chef dans le sud là-bas, il se quittait de très loin. Il a dit qu'il n'a pas besoin de ça. Et on a voulu l'assassiner. On a voulu lui faire dur en disant qu'on ne refuse pas ce que le chef de l'État donne. Vous voyez un peu, on a toujours minimisé les choses, on prend, et c'est un cas assez grave. Et qu'est-ce qui fait même qu'on aille jusqu'à ce niveau? C'est parce que le FMI nous a accordé ces crédits. Et le FMI aussi a dit qu'il faudra bien qu'on voie clair par rapport à ça. Ça a déclenché. Le CONSUPE a pu dire quelque chose. On est arrivé jusqu'à la Cour des comptes. Et c'est une institution assez spécialisée pour ce genre d'opération. Avec des magistrats très expérimentés. Ils ont pu faire le rapport. Il y a des indices qui apparaissent à travers le rapport. Des indices concordants. Donc, vraiment, au niveau du tribunal criminel spécial, qui est le tribunal assez outillé pour ce genre de procédure, quand on regarde, on voit que peut-être certaines personnes, c'est pourquoi beaucoup de gens posent des questions à nous autres spécialistes du droit aujourd'hui, comme y a-t-il 2 poids 2 mesures? Quand il y a d'autres cas, on n'attend même pas qu'on aille jusqu'à l'information judiciaire. Vous êtes d'abord dedans. C'est de la prison que vous sortez pour venir. Opportunité de poursuite. Bien sûr. Opportunité de poursuite. Certains sont à l'intérieur avant de venir devant le juge d'instruction. Opportunité de poursuite. Voilà. Et ça tire vers un jeu où on croit que peut-être le ministre ou qui que ce soit a une certaine immunité comme l'honorable Mord qui est là. L'honorable Mord a quand même une certaine immunité, mais on ne voit pas à quel niveau le ministre aura cela. Il y a eu un cas sous l'ancien procureur général du TCS pour le cas de Mbapes. Elle avait vu que les indices Madame étaient Baoumi. Baoumi, oui, la puissante, c'est une magistrat que je respecte assez. Qui est au TCS dit que bon, je place. Et elle a Président placé. du TCS. Bon, malheureusement, heureusement, ça n'a pas fait 24 heures. J'étais dehors. Bon, maintenant, à ce niveau, tous ceux qui sont là, on a dénoncé et on disait que rien n'était fondé. À ce niveau, je crois que nous ne parlons pas pour ébranler le tribunal criminel spécial qui a des magistrats aussi assez outillés et qui sont en train de voir comment mener à très bon port ces procédures. C'est vrai, quand vous avez parlé tout à l'heure du communiqué du ministre de la Communication, à un certain moment, je me suis posé la question, même quand les gens parlent de voleur ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est jusqu'au moment où on tranche sur la cause. Parce que chacun, même quand vous allez devant la barre, même si vous êtes en prison, en attente d'une information judiciaire, vous êtes toujours présumé innocent. Tout à fait. C'est jusqu'au jour où la déclaration de culpabilité et tout qu'on soit est bien établie que vous êtes condamné. Bon, tellement, est-ce que cette déclaration-là du ministre de la Communication, c'est la solidarité gouvernementale pour cacher certaines personnes aussi? Voilà. Est-ce que ça valait la peine de le faire? Laissez le ministre et le procureur général, le tribunal criminel spécial, mener à bon port ces instructions et en attendant, bien sûr, comme
il y a une certaine immunité qui est sous-jacente parce que pour qu'un ministre peut-être soit arrêté, il faut que l'ordre vienne du chef de l'État. Moi, je pense que choses que nous regrettons. Le ministre le ministre de la Communication est dans son rôle. En fait, le ministre de la Communication veut éviter la prolifération des procureurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire que comme les réseaux sociaux, justement, mais en même temps, on a tout le temps reproché au gouvernement de ne pas communiquer suffisamment. C'est pour ça que je dis que son communiqué arrive tard. Dès le jour où il y a eu ces fuites sur les réseaux sociaux, il devait informer de l'authenticité de ce document ou pas. Ça aurait tué d'abord le débat et il aurait appelé à la réserve à cet instant. Je ne sais pas sur combien de plateaux on a discuté de l'authenticité ou de la non-authenticité de ce document-là. Le document est propre. Non. Effectivement, la réserve qu'on a apportée, que j'ai continué à apporter aujourd'hui, s'il vous plaît, que j'ai apporté jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire si c'est un rapport provisoire, on n'en parle pas. Parce que ce qui est provisoire n'est pas encore définitif. Il faudra attendre que ce soit définitif. Parce que dans le cas du rapport provisoire, on émet pour pouvoir pousser à la réaction la personne qui a été auditée. Mais encore une dernière fois, si vous me permettez, député Tongo, nous sommes dans un environnement assez compliqué. Je vous ai parlé de l'effort. On a voulu que ce soit compliqué. Non, nous avons parlé de l'effort que le gouvernement fait pour pouvoir mettre en place un certain nombre de sécurités de telle manière à ce que les gens ne portent pas atteinte à la fortune publique. Et le code de marché est un élément déterminant. Or, vous voyez très bien que nous sommes dans une situation où, effectivement, les circonstances poussent à faire voler en éclat l'ensemble des verrous qui sont susceptibles d'être mis en place. À quoi nous sert le code général de marché? C'est déjà, premièrement, de mettre en concurrence un certain nombre de personnes. Bien sûr, les offres. Pour quelle raison? Pour raison, déjà, premièrement, d'avoir une compétition de telle manière à ce qu'on puisse avoir meilleurs services. Mais également pour que les différents concurrents puissent se contrôler. À partir du moment où je pense que le rapport qualité-prix, ou alors que je suis convaincu que c'est moi le moins disant et que l'on donne le marché à un frère, je suis en droit de protester. Or, dans le cas de ce qui s'est passé dans le Covid, on ne peut pas appliquer le code des marchés publics. Tout simplement parce qu'il y a l'urgence. Parce que vous n'allez pas attendre à solliciter telle ou telle personne. Du coup, y compris même les histoires de facturation dont on nous rabâche les oreilles aujourd'hui, sont nées du fait qu'à partir du moment où nous sommes versés dans un gré à gré, peut-être même les différents acteurs ne se contrôlent plus. Du coup, quelque chose qu'on a prévu de vendre 100 francs, il y a quelqu'un qui va vous proposer en face pour 25 000 francs. Parce que déjà, premièrement, il pense que c'est le bon prix. Or, s'il y avait une possibilité, mais la possibilité vraiment n'existait pas. Et c'est pour cette raison-là, quand il me parle des histoires de Nietzsche, je l'aime bien. C'est un collègue député. C'est un collègue député. Mais ne jouons pas en l'espèce le rôle de la mouche. Dans la fable de La Fontaine, le coach et la mouche. En pensant que c'est en piquant les chameaux par-ci, en piquant également les gens qui le conduisent par là. Je voudrais comprendre cette fable. Oui, la fable me relisait là. C'est-à-dire que pendant que les gens sont attelés à résoudre quelque chose de titanesque comme le Covid surmonté, et dans la matière, vous devez quand même reconnaître que sur le plan opérationnel, on a plutôt été d'une efficacité sans faille. Parce qu'à l'époque, les difficultés que j'avais sur les plateaux de télévision, c'est que j'avais par exemple quelqu'un comme docteur. Mais si on prend l'exemple, par exemple, vous voulez savoir ce que c'est que le coach et la bouche? Non, en fait c'était pour les téléspectateurs, mais je veux dire, si on prend l'exemple des fonds LACAN, je veux dire qu'à la fin du processus, ou du moins à un certain niveau, la logique aurait voulu qu'on fasse aussi un audit. Tout à fait. Ce qui, je ne sais pas si ça n'a pas été fait, dans tous les cas, ça n'a pas été rendu public. Mais dès lors, dès cet instant, on peut donc penser que le rôle de l'honorable Nietzsche, même si l'audit avait été prévu dès le lancement de l'opération, le fait que l'honorable Nietzsche ait secoué un peu il y a une ordonnance du président de la République, attendez, député Tongo, ordonnance du président de la République qui dit que les fonds seront audités. Je reprends la démonstration de ma question. Oui, allez-y. Je reprends la démonstration de ma question. Oui, vous allez répondre. Je reprends la démonstration de ma question. Les fonds Cannes ont plus ou moins été mobilisés dans les mêmes conditions. Urgence, on veut la Cannes, la CAF demande les stades assez rapidement, marchés spéciaux. Jusqu'aujourd'hui,
Je ne sais pas s'il y a eu audit, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de rapport public. Bon, à contrario. Voilà. Voilà pour les fonds CAN. Allons-y. Les fonds Covid, dans l'urgence, comment ils appellent ça, marchés spéciaux, dans l'urgence, c'est vrai, l'audit avait été commandé au départ, mais je veux dire que rien ne pourrait présumer de ce que si l'honorable Nitieux n'avait pas fait tout le ramdam qu'il a fait autour de la question, aujourd'hui, on en parlerait. Député Tongo. Voilà. La main sur le cœur. Vous pouvez me dire que dans le cadre des opérations de la CAN, l'audit n'a pas encore été exigé aujourd'hui d'un certain nombre de personnes. Vous pourrez le dire, vous. Non, attendez, c'est qu'il faut vous dire. Non. Qui peut en dire? Aujourd'hui, y compris ce Nitieux, ça fait depuis des mois et des mois qu'il dit effectivement les fonds consacrés à la construction des stades doivent faire l'objet d'un audit. On n'a pas voulu d'un audit. Voilà. Parce qu'il y a également opportunité de poursuite et opportunité de l'audit. D'accord. Le jour venu, on fera, mais on ne le fera pas parce que Nitieux nous l'a demandé. C'est d'où l'histoire du coach et de la mouche. Parce que là, effectivement, pendant que les gens sont à télé, a surmonté une crise majeure qui traverse le Cameroun, lui pense qu'effectivement, en piquant un chameau par ici et en piquant une personne par là, il pense qu'il fait avancer le travail. Dans le cas d'espèce, la preuve, on en parle aujourd'hui. Non, on ne parle pas de Nitieux. Je suis désolé. On parle de ce que... On parle de la gestion des fonds. On parle de ce que Dipita Tongo, le 20 juin 2020, lorsque le président de la République rend public l'ordonnance qu'il a signée, il est inscrit sur le marbre que effectivement ces fonds-là fera l'objet d'un audit. Il a fallu attendre. En cela, par un arrêté du Premier ministre. Il a fallu attendre mars. Parce que là également, mai 2021. Attendez. Il a fallu attendre avril-mai 2021. Oui. Sauf que vous m'avez représenté également, présenté tout à l'heure comme parlementaire. Absolument. Lorsque le ministre des Finances vient présenter dans la commission dans laquelle j'ai l'honneur d'appartenir cette ordonnance-là pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut voter, la première question, les questions qui fusent, il y a une essentielle. Qu'est-ce qui nous prouve que ces fonds-là seront gérés dans la transparence? Dans cette commission-là, Nitieux n'est pas membre. Et effectivement, nous avons les assurances de ce que il y aura non seulement un audit, mais également des comptes rendus semestriels. Et des comptes rendus semestriels, il y en a eu. Mais vous me confortez dans ma question. Dans ce sens que tout cela n'est pas rendu public. Bien sûr. Non. Tout cela se fait. Voilà, tout cela se fait. La reddition des comptes. La reddition des comptes n'est pas à mettre dans la rue. Je vous le conseille. On rend compte à une personne. Rien ne prédit donc. On n'a pas le rapport définitif de la Cour de la Chambre des comptes. On a un rapport à mi-chemin. Donc il fallait si vous êtes dans cette logique, il fallait qu'on attende le rapport définitif. Nitieux a demandé qu'on rende public le rapport. On ne l'a pas rendu pour quelle raison jusque-là? Non, pas qu'on remplit le rapport, mais au moins il y a eu des fuites. On n'est pas sûr qu'à la date d'aujourd'hui, le rapport, ce qui peut être rendu public depuis Tongo, c'est un rapport définitif. À la date qui est d'ailleurs annoncé, je crois, pour le jeudi. Bon, mais voilà. Et donc, je voulais vous répondre en vous disant... Je passe sous le contrôle du journal Kalara. Donc, je voulais vous répondre depuis Tongo en disant un rapport provisoire ne peut pas être rendu public parce que ça déstabilisait même l'auditeur. Les hauts magistrats de la Chambre des comptes pourraient être discrédités en rendant public un rapport provisoire. Parce que dans le rapport provisoire également, vous pouvez penser avoir vu une anomalie qui peut être corrigée à la lumière de la contradiction qui s'ouvre après son émission. Et donc, un rapport provisoire n'a pas vocation à être rendu public. Et donc, effectivement, s'il y a un rapport définitif qui va sortir, il sera sorti, corrigé d'un certain nombre d'éléments qui auront été donnés par les personnes qui ont été... Mais vous poursuivez tout à l'heure. Vous terminez maintenant. On dit qu'il n'y a pas eu de détournement, ou c'est quoi? Je n'ai pas dit ça. Vous me suivez avec des oreilles. Vous êtes aussi à la voix confuse. Vous direz qu'il y a des détournements. Quand il y a mauvaise gestion. Quand on n'arrive pas à avoir... Il peut y avoir des fautes de gestion sans qu'il y ait des détournements. Certains sont aujourd'hui en train de courir, essayer de redresser... Maître Païre, voilà par exemple un point que vous avez soulevé tout à l'heure. L'histoire de, on a dit, non, c'est lui, Paul Eyum, qui l'a soulevé. On a dit qu'on va fabriquer la chloroquine chez nous. Très bien.
Attendez, Non, Maître attendez. Païré. J'ai quand même Maître- la parole. Non, On peut il pas termine, vous laisser, il termine. on- Honorable, on ne va pas quand même vous écouter pendant toutes les Mettre à la Il a parole. le Messie, qu'il a le Messie. Mais est-ce qu'il est envoyé spécialement pour défendre il connaît bien que les voleurs, c'est de leur côté. Ça, c'est clair. Maître, La allez-y. plupart. Donc, Je c'est- n'utiliserai pas ce thème-là, moi. Maître, allez-y, allez-y. Qui sont ceux qui sont en prison? C'est autant de choses. Et d'autres sont en train d'arriver. Donc, c'est... C'est un sacré avantage que de n'avoir rien fait dans la vie, mais il ne faut pas trop en abuser. Bon, je vais Voilà. donner des On le voit avec Survival aujourd'hui, qu'il y a déjà effectivement pour 200 millions. Non, ils sont pas mais, des- c'est Survival. Oui, le Covid, mais on est toujours en train de parler de 180 milliards. Ce n'est pas toujours ça. 180. Quand 180 milliards, je dis 180. Mais il n'y a pas que ça. Même de Bien l'autre sûr, il y côté, a des là, contributions sur le Bien plan sûr, sur national. la Le riz de Orca n'entre pas dans et ce tout rapport. consort. Je dis, c'est un serpent de mer. Donc vraiment, Le riz au cas où vous voulez qu'on en parle. le riz au cas et tout. Hein? Mais c'est- Qui en a mangé Ah, moi, C'est lui qui commande. Vous voyez, c'était que les magistrats du TCS, ils ont du pain sur la planche. Parce que c'est déjà presque ouvert. Aussi, on a déjà commencé à auditer, à auditionner les ministres. ça veut dire qu'il y a de fortes suspicions. Donc, il y a des indices qui sont... Et, vu le rapport, c'est vrai, quand on dit on ne devrait pas publier un rapport d'étape. On ne Mais comme publie c'est pas les déjà rapports publié. d'étape. Et On c'est ne ça le publie pas- malheur ou on le ne- bonheur des réseaux sociaux. Parce que qui dit qu'il n'a pas lu ça? C'est dans les... Même vous ne voulez Disons que- pas, disons vous que ne voulez c'est- pas, on vous envoie. Disons que c'est un avatar des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais On c'est publie ça, tous le les genre. liens à la fois. Alors, Mais Je suis un auditeur de formation, un rapport provisoire, on le gère. Pour conclure, à l'observation, y a-t-il sérénité dans cette histoire? René Baga. On C'est le peut- mot de la fin. Oui, monsieur le député, on ne peut pas parler de sérénité alors qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de toute l'affaire. On n'est qu'à une étape, à la présentation d'un rapport provisoire. Il faut attendre le rapport définitif pour prendre position. Et il faut qu'on le dise, les fonds Covid-19 sont gérés à un moment d'urgence. À un moment d'urgence où, rappelez-vous, même à Douala où nous sommes, le prix d'un citron allait à 300 francs, le prix d'un bitacola, parce qu'on estimait que ces produits aidaient à pallier ou bien à nous protéger du coronavirus. Nous connaissons ce que ça peut valoir. Même, ce n'est pas seulement à notre niveau, mais également au niveau supérieur avec ces ministres. On peut peut-être comprendre. Moi, nous, au PCRN, nous avons dit qu'il faut éviter de prendre position ou de taxer quelqu'un de voleur ou de dire que oui, ils sont coupables de malversation financière parce qu'il faut que la vérité soit établie. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui vais établir cette vérité. Il faut que la Chambre des comptes fasse une contre-expertise. D'ailleurs, les enquêtes sont lancées et je pense que le résultat de ces enquêtes va nous donner un rapport définitif qui définira effectivement qui est coupable et qui ne l'est pas. Et il faut voir les contours du problème parce que ici, il faut le prendre. Sur le plan superficiel, nous allons, je suis certain, faire de graves erreurs que nous pouvons regretter dans l'avenir. Paul, à ce niveau, oui, il y a la sérénité, mais la sérénité est de côté de l'AFP et des partis d'opposition parce que ce n'est pas nous qui sommes incriminés. Donc la sérénité est de notre côté. Parce que nous n'avons rien à nous reprocher et nous pensons que la justice va aller jusqu'au bout. Ceux qui sont inquiets, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher en ce moment. Et je voudrais dire par là que cette fois-ci, nous pensons sincèrement, au vu de l'histoire du Cameroun, à chaque fois qu'il y a eu des fonds qui sont venus de l'étranger, le chef de l'État met un accent particulier dessus. Parce qu'il en va de l'image du Cameroun. Parce que quand vous recevez des fonds de l'étranger et que vous avez une gestion calamiteuse de ces fonds, c'est la crédibilité du Cameroun qui en pâtit. Donc moi, j'appelle à la responsabilité des uns et des autres d'attendre que nous allons jusqu'au bout du processus, que nous voyons ce que la justice va apporter comme élément de preuve ou comme pour ceux qui ne seront pas coupables, qui seront innocents, que nous aurons enfin le rapport qui soit clair et que nous sachions qui a fait quoi dans cette gestion, qui a été condamné
ou pas. Et je dis une autre chose, c'est que quand vous regardez les affaires qui se sont souvent passées dans le sérail, on parle beaucoup de règlement de compte parfois. Il ne faudrait pas qu'on profite de cette histoire pour essayer de régler les comptes politiques. Moi, je veux m'en tenir à ce que la justice dira, parce que la justice parle des faits. La justice n'est pas dans la recherche de savoir si Djipita il mettait dans la mafia et puis il m'a trahi Djipita, non. La justice est, voilà les faits qu'on reproche à X, voilà les preuves et il doit être condamné. Et moi, je m'en tiendrai là. Maître Paul Paya. Oui. Sérénité dans cette affaire, en guise de conclusion. Bien sûr, pourquoi pas serein. Malgré que, quand j'ai dit que le SDA était parmi les dénonciateurs, l'honorable ne veut pas savoir cela, il veut seulement te dire, bon, on avait déjà créé des structures qui devaient vérifier cela, mais à quel temps? Confiné dans quoi? C'était toujours dans la manière comme on débattait tout à l'heure, donc aller graduellement, ou c'est quoi? On est dans l'urgence. Donc, dès que ça peut arriver, qu'il y a des indices concordants, on ouvre les enquêtes. Les spécialistes et les magistrats vont aller jusqu'au bout et trouver qui est impliqué ou qui n'est pas impliqué. Ce n'est pas dit absolument quand on va au niveau des TCS, ce sont les têtes qui tombent. Les gens ils vont y rentrer sans être impliqués en tant que tels. Il est question qu'ils puissent démontrer comment est-ce qu'on a pu gérer. Si c'est que j'ai donné à telle personne, mais comme le Cameroun, c'est un pays aujourd'hui où le népotisme, parce que le renouveau est venu avec un truc où il dit quelque chose et son contraire. À bas le tribalisme, à bas le népotisme, à bas la corruption, mais au fond, c'est ça qui est enraciné dans les mœurs camerounaises. Donc vraiment, comme le chef de l'État a dit, chacun rendra gorge. Je crois que celui qui aura pris rendra gorge. Mais dans cette affaire, ceux qui vont gagner, c'est certains confrères de Djipita Tongo. Vraiment, Parce qu'ils ont la une personnalisation du débat autour du RDPC ou autour du gouvernement Vous êtes aux affaires. Oui, non, mais effectivement, pour cela, effectivement, il faut qu'on assume. Mais j'ai tendance à dire également, je pense que Rousseau nous a menti. Pourquoi? Comment? En disant que l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt, je crois qu'il nous a menti. Je pense effectivement que dans le cadre de ce que nous décrivons aujourd'hui, que nous le créons aujourd'hui, c'est le mécanisme de contrôle qui fera que demain ou après-demain, les gens puissent gagner en sérénité, en justesse et en rigueur dans ce qu'il y a à gérer la fortune publique. Et c'est pour cette raison-là qu'il a voulu revenir dans le contexte en disant que nous sommes dans un contexte effectivement où l'ensemble de sécurité que l'on peut attendre d'un gouvernement qu'il peut mettre en place pour pouvoir être sûr qu'on le gère en toute sécurité, on volait en éclats. Quand vous parlez effectivement de mise en concurrence, dans le cas d'espèce, la mise en concurrence n'est pas valable, avec toutes les vertus que vous pouvez lui accoler. Mais en même temps, je souhaiterais également, autant nous sommes prompts à demander que justice soit faite, à demander des sanctions, je souhaiterais également qu'on le fasse également en toute sérénité, mais surtout en tout humanisme. Parce qu'à crier sur des gens voleurs, vous ne savez pas très bien quels sont les métabolismes que ça pourra engager. Je voudrais vous parler d'une histoire vécue. Pierre Bérégovoy, homme intègre. Ancien Premier ministre français. Vous parlez, je ne voulais pas commencer par un ancien Premier ministre français, un ajusteur de formation qui a travaillé dans les usines, qui a commencé son parcours politique en collant des affiches, qui est par la suite devenu ministre des Finances. Quel parcours! Et par après Premier ministre, il s'est tiré une balle sur la tête tout simplement parce qu'il était jeté à la vadrouille populaire. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une justice sereine. Très bien, s'il y a effectivement des déviants dans le cadre de cette activité qu'est la gestion du Covid, effectivement, on sera en droit de demander des sanctions, mais également faisons-le en toute sécurité, en toute sérénité, et en sachant également que quand nous disons tel ministre, et d'ailleurs il y a quelque chose là aussi qui m'a ulcéré. Vous avez vu ce qu'on fait dans les annonces que l'on voit aujourd'hui, dans la répartition de l'enveloppe de 480 millions, on vous dit 180 milliards, on dit ministre des Finances, Malachi, machin, ministre de machin. Qu'on peut dire, ce ministre-là, le montant qui lui a été affecté, il a détourné. Non, on a donné au ministère des Finances. Le ministère des Finances est une institution. À l'intérieur de ce ministère des Finances, bien entendu, on a un responsable en chef qui peut répondre également des conneries de l'ensemble de ses collaborateurs, mais ne c'est pas nécessairement lui le détournant en chef. Dans tous les cas, la culpabilité, la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Très bien. Mesdames, merci, monsieur, merci à vous, chers panélistes, d'être restés ce soir également pour débattre de ces questions. Bonsoir et à mardi prochain.